Bien, bonsoir à tous. Et tout d'abord, merci d'avoir bravé les éléments pour venir écouter nos invités sur ce thème majeur, essentiel, qui est peut-être placé sous l'angle de la gageure, parce qu'on se demande aujourd'hui si on peut construire des grands logements. Donc je vais beaucoup les mettre en question sur ce sujet. Alors je voudrais faire une petite citation. C'est la quantité d'espace comme critère esthétique. Un beau logement, c'est un grand logement. Une belle pièce, c'est une grande pièce. Vous avez tous reconnu la patte de Jean Nouvel, et j'ajouterai de Jean-Marc Ibos, qui étaient les auteurs du projet, et qui sont toujours d'ailleurs, du Nemosus. C'était il y a 20 ans. Et on a l'impression que depuis ce bâtiment qui est devenu iconique de cette question, dans le cadre d'une procédure très particulière qu'on appelle les REX. Donc on voit bien qu'on est dans un champ particulier pour produire du logement plus grand. Eh bien, on peut se demander s'il y a eu tant d'expériences que ça ensuite. Et la réponse est malheureusement, quand on se retourne, on dit mais lesquelles va-t-on citer? On est bien ennuyé jusqu'à l'Agathon-Vassal. L'Agathon-Vassal sur la tour Bois-le-Prêtre, où là, dans un exercice de transformation particulier, comme alternative à la destruction d'une tour, eh bien, il va y avoir justement extension du logement. Vous connaissez par cœur le projet, donc je ne vais pas le développer, mais je voudrais mettre ces deux bornes entre Nemosus et Bois-le-Prêtre. Il y a donc en gros 20 ans entre les deux. Que dis-je 30 ans. Eh bien, là, il y a beaucoup d'architectes qui essayent de construire des logements plus grands, mais à qui on objecte toujours. Et là, je vais m'adresser tout de suite à Frédéric Monjanel, ici, qui représente le groupe Vinci, architecte, qui a travaillé dans sa première vie, d'ailleurs, avec Jean Nouvel. Donc, c'est assez intéressant. Je pense que tu as vu, Frédéric, ce projet de Nemosus se dessiner sur les tables. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler le climat dans lequel vous étiez, l'état d'esprit? Est-ce que c'était parce que c'était plus facile à l'époque? Est-ce que c'était parce que vous étiez dans une force de proposition telle que vous pouviez renverser la table, comme on dit aujourd'hui? Comment vous étiez? Bonjour et merci pour cette invitation, Francis. Effectivement, je suis arrivée dans l'agence de Nouvelles. Ils étaient en train de mettre au point Nemosus et c'était pour une jeune architecte vraiment un énorme honneur de pouvoir regarder la mise au point de ce projet. Et Jean était complètement accaparé pour faire un vrai manifeste avec Nemosus, et à la fois pour gagner de la surface. Ça, c'était un prérequis. Il voulait vraiment faire un grand logement, mais aussi pour industrialiser la mise en œuvre, puisque sur Nemosus, on a utilisé, je pense pour la première fois, en logement social, des éléments industriels, notamment des portes de garage, pour faire les façades, puisque toutes les façades sont des portes de garage. Et on a laissé la matière brute. C'était béton brut, c'était porte de garage. Donc vraiment très passionnant pour l'équipe, et bon, il était très suivi par la ville de Nîmes à l'époque, mais enfin c'était un combat. Moi je voulais juste peut-être rebondir sur mon expérience. Donc j'ai eu la chance de travailler avec Jean, et puis ensuite d'être maître d'ouvrage un peu par hasard, mais j'ai fait en 2004 ce virage, et justement j'ai eu de nouveau le plaisir de retravailler avec Jean. C'est des projets qu'on pourra peut-être voir à l'écran tout à l'heure, sur la question du grand logement, puisqu'on a pu refaire 3 projets à Bordeaux où vous verrez les logements sont très grands, et c'est la Foncière Logement qui avait décidé de développer un principe de mixité inversée, et donc de mettre dans des ZAC et des UP, des zones difficiles, des grands logements pour attirer des populations, et donc à ce moment-là des populations qui seraient dans un loyer libre. Et donc on a fait 3 opérations avec Jean. Moi j'étais le maître d'ouvrage et ça s'est très bien passé, on les montrera. Mais j'ai aussi eu l'occasion dans ces années-là, donc les années 2004, 2005, je sais plus comment, 2004, de travailler avec Nicolas, et on a également travaillé sur la question du grand logement. Alors j'ai appelé ça les années 2004-2011 parce que ça s'est arrêté ensuite, et on verra pourquoi peut-être, mais c'est devenu un vrai challenge aujourd'hui, alors que dans ces années-là,
Si on avait l'accompagnement des élus, et là c'est la ville de Bordeaux avec Jean et le maître d'ouvrage qui était ouvert, il était encore possible économiquement, dans les schémas économiques, de faire du grand logement. Enfin, en tout cas de façon simple. Alors Nicolas, quand non, tu n'étais plus étudiant, si, peut-être encore, je ne sais plus. Quand Nemosus sort, non, tu es jeune architecte, tu vois le projet sortir. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui déjà marque les esprits, on le sait, mais est-ce que toi, tu as déjà été interpellé par ce projet de Nemosus? Quand Jean fait Nemosus, nous on fait les arènes de Nîmes. On couvre les arènes de Nîmes avec cette bulle avec Fingeipel. Donc on se précipite à Nîmes et puis le chantier était presque en train de se terminer. Donc évidemment, on regarde ça avec énormément d'intérêt. Et je voudrais dire quelque chose sur le logement à ce moment-là. Moi, j'en fais pas du tout. Avec Fine, l'APFAC, à l'époque, on ne fait pas de logement. Parce qu'on n'est pas sur ce sujet et parce que voilà, on gagne des concours publics et donc l'un après les autres, on fait théâtre, on fait les arènes de Nîmes, on fait l'école de Limoges, mais on ne fait pas de logement. Et puis il faut attendre beaucoup plus tard Alexandre Chemetov qui ouvre donc son système d'atelier à Nantes, sur l'île de Nantes. Et je suis appelé comme architecte pour faire un oral sans projet, pour me présenter à ING. Et la première question qu'on me pose, donc ils choisissent l'architecte, ils choisissent d'abord le promoteur, puis ensuite l'architecte. C'est pour faire 80 logements sur l'île de Nantes. Et la question du promoteur me dit, bon, alors montrez les logements que vous avez faits. Et je dis, ben, j'en ai jamais fait. Donc voilà, on va faire nos premiers logements ensemble. Et en fait, ça a été un réflexe il était, je cherche son nom, j'arrive plus à m'en souvenir. Était extrêmement touché par cette sincérité de dire moi le logement j'en ai jamais fait, je demande qu'à en faire, et en fait c'était complètement ouvert, c'était un livre ouvert, il n'y avait aucun réflexe, et du coup on a travaillé donc sur ces logements. Je me vois encore voilà, découvrant ce problème alors que l'agence était déjà bien lancée, et ça a donné Habiter les quais sur l'île de Nantes, des logements finalement très étonnant, parce que, je dis pas ça parce que Frédéric est là, mais c'est parce qu'on avait un maître d'ouvrage exceptionnel, en l'occurrence Frédéric, qui n'arrêtait pas de me dire une seule gaine par logement, et puis surtout pas de cloisonnement, il faut qu'on puisse vendre ça libre. Et donc vous avez mis ça en vente, ING à l'époque, soit cloisonné, classique, soit cloisonné un peu plus ouvert, c'est-à-dire pas de cloison avec la cuisine ouvert, soit pas cloisonné du tout. Et on s'était lancé ce défi, on dit on va voir quels sont les gens qui achètent non cloisonnés, comme ça ils pourront faire ce qu'ils veulent. Il y a une petite déception dans les gens qui viennent acheter, c'est qu'ils veulent acheter un produit quand même, qui puisse revendre plus tard. Et donc on a eu 90% d'achats sur le cloisonnement classique, c'est déjà des très beaux logements, hein. Peut-être 5-6% sur le logement moins classique, et puis on a vendu un logement sans cloison. Et c'est devenu un logement assez extraordinaire. Parce qu'en fait, tu parles du logement qui a ensuite été investi par une piscine, voilà, et autres. Voilà. Mais c'est intéressant pour un client exceptionnel, de toute façon. Oui, mais même, vous voyez, ce qu'on travaille en ce moment sur le logement, c'est que finalement, à l'agence, quand on travaille sur des logements, le cloisonnement que l'on fait, qu'on nous demande de faire, qu'on nous impose de faire, on s'aperçoit assez vite qu'il ne correspond pas à ce que veulent les gens, en fait. En fait, ils achètent ce produit, mais la cuisine en second jour, la chambre de 12 mètres carrés pour les parents, le 9 mètres carrés pour les enfants, le séjour de 20 mètres carrés, la chambre des parents a une grande fenêtre, la chambre des enfants a une petite fenêtre, la cuisine n'a pas de fenêtre parce qu'elle est en second jour, et le balcon, il est souvent filant. Ce produit qui se décline presque à 90% des réalisations en France, c'est pas triste de le dire ça, c'est une vérité, ne correspond pas à la demande, à la façon dont les gens vivent. Et donc, quand vous dites le grand logement un défi, c'est vrai que c'est une obsession, en fait. On s'aperçoit que quand on rencontre les clients qui vont acheter votre propre logement qu'on dessine sur les ordinateurs à l'agence, souvent ils disent non, écoute, je pense, voilà, à surface égale, je ne ferai pas ça comme ça. Moi, une chambre de 6 mètres carrés, je préfère avoir une chambre de 6 mètres carrés où je mets mon lit pour agrandir mon séjour. Puis ta cuisine, t'es gentil, mais
Moi, la cuisine, c'est là où je vis. Mon séjour, j'en ai pas besoin, en fait. Il y a un écran, et puis la séjour, c'est la pièce de vie. Donc tu remets la cuisine en premier jour, sur la grande fenêtre, et puis la chambre des enfants, il faut une grande chambre. Ils sont ados, ils partent pas à 18 ans de la maison, ils vont partir à 22 ans, 24 ans, 25 ans. On est ado jusqu'à 25 ans aujourd'hui. Enfin, j'exagère un peu en disant ça, mais c'est vrai, c'est une vérité. Donc je veux une grande chambre, au détriment peut-être des autres espaces qui sortent directement sur l'extérieur. Et toute cette idée que les logements qu'on fabrique ne correspondent pas forcément à ce que veulent les gens nous amène à penser le logement différemment, en volume, en structure, en façon de le fabriquer, qui est une chose absolument passionnante, vraiment fantastique. Alors justement, là, déjà, il a parlé des modes d'habiter, ce qui me semble être la question essentielle. J'en profite pour rebondir sur ce que tu viens de dire. En France, le nombre de familles monoparentales augmentant, il y a une demande de plus en plus pour des petits logements. Donc on voit bien que là, il y a deux choses qui s'opposent tout de suite sur petits logements et puis les grands logements, j'allais dire, pour des familles recomposées de l'autre côté. Donc c'est assez intéressant de voir ce côté antinomique. C'est un grand petit logement. Un grand petit logement. Un petit logement, c'est parce que c'est peut-être une famille monoparentale, donc avec un enfant ou deux enfants, donc pas forcément besoin d'un très grand logement, quoique, mais on les fait quand même trop petits, quoi. Un studio, c'est trop petit quand c'est construit. C'est-à-dire, je ne parle pas de grands logements, forcément de faire des T5, des 5 pièces, je parle de faire des grands logements, c'est dans leur spécificité, ils sont grands. Voilà. On peut y travailler dans son logement, on peut y recevoir, on peut... Et hélas, aujourd'hui, le plus grand problème qu'on a sur la crise du logement, c'est pas la quantité de logements, c'est pas tout à fait vrai, c'est l'offre des logements. L'autre jour, j'étais sur le canal et je voyais l'opération de confrères. Enfin, je ne parle pas de l'architecture, je parle de la promotion. Et les types essayaient de vendre ces trucs. Mais vous vous rendez compte, c'est la crise, je ne vends rien. Et je le regarde et je dis, mais vous voyez ce que vous vendez là? Vous croyez que les gens vont payer 5 000 € le mètre carré pour acheter ce truc? Moi, j'étais un peu agressif, mais c'est vrai que ça donne pas envie, quoi. Ça donne pas envie parce que c'est figé, parce que c'est trop petit. Ce qui était formidable dans Nemosus, pour conclure, c'était les portes de garage qui sont là d'ailleurs. C'est-à-dire que le volume s'ouvre et puis ça correspondait aucunement à aucun critère de normes de qualité, de HE, de Cercal qu'on a aujourd'hui qui sont une abomination. Le label Cercal ou le label HE, tous ces trucs-là ne correspondent plus à la réalité dans laquelle on aimerait vivre aujourd'hui. Et pour ça, il faut casser cette idée qu'un logement vivable, c'est un logement qui est fait comme ci, comme ça, et il faut ouvrir sur des champs complètement différents. D'ailleurs, les logements qu'on vend le plus dans les opérations de promotion, c'est les logements les plus bizarres. Souvent, promoteur, celui-là, je ne le vendrai jamais. Et c'est le premier qui part. Donc, ça prouve bien que, voilà, quand on discute sur ce marché du logement et des jeunes couples qui s'installent dans une ville, je pense à Bordeaux, parce que là, on était responsable de tout l'urbanisme, et donc quand même de 5400 logements qui sont sortis et 88 architectes différents, donc on a vu tous les plans de logement possibles. Les plus étranges étaient ceux qui étaient le plus demandés, en fait. Voilà. Et c'est ça, ça devrait être une leçon, parce que je trouve qu'on devrait complètement casser ces certifications et ces labels et tout ça, pour donner d'autres formes de certification, d'autres formes de labels qui vont vers les grands logements. Alors, moi je voulais vous faire un petit topo de chiffres, peut-être qu'on peut regarder l'écran. Parce qu'on regarde de près, bien sûr, la taille des logements, et pour aujourd'hui, j'ai vérifié un peu aussi la taille des logements en Europe et dans le monde. Et puis, oui. Et puis, je voulais aussi vous refaire ça peut alimenter le débat, la question. Voilà, je peux l'animer moi-même ou... Juste vous montrer. Voilà, déjà en France, il faut se remémorer les choses, parce que c'est lié tout ça. Il faut qu'on construise beaucoup de logements. Tout le monde le sait, il y a une crise du logement, mais il faut savoir aussi ce qui se passe. Il y a 34 millions de logements en France, il y a 28 millions de résidences principales,
il y a 57% de propriétaires, vous voyez, 50% en propriété individuelle et 50% en collectif, énormément de propriétaires en logement individuel. Il y a 8 millions de mal logés, 1 million de logements dégradés et vous voyez que 12 millions de ménages en location. Un tiers de ces gens sont dans le parc social et 2 tiers dans le parc privé libre. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, et ça c'est quand même très important aussi, c'est que 70% des ménages en France sont éligibles au logement social, ce qui est énorme. Et donc on construit 1%, on construit environ 350 000 logements par an. 350 000, c'est environ 80 000 en promotion en copropriété, donc en collectif, 130 000 en logement social, et le reste en logement, encore beaucoup de logements de maisons individuelles. Bon, ça je vais passer vite, mais vous voyez que beaucoup de Français, là on a 50% des Français dont les revenus sont compris entre 1 800 € et 3 272 €. Et là c'est vraiment des chiffres qui ont baissé progressivement. Vous voyez la classe moyenne française, donc c'est tous les gens qui pourraient... c'est ceux qui peuvent sortir du logement social et qui peuvent acquérir un logement. Voilà, s'ils ont moins de 30 ans, ils ont 140 000 € possibles à dépenser. Et ici, ils sont en 30-39 ans. Donc les actifs classiques, c'est 200 000 €. Donc il faut faire un logement qui est compris entre, je dirais, 140 et 200. Et dès qu'on est au-dessus, évidemment, pas dans les métropoles, etc., mais enfin... Et même, dès qu'on est au-dessus, ça ne passe pas. Donc c'est un grand défi de faire un grand logement à ce prix-là. Et puis, ce qu'on peut voir là, si vous voulez, c'est que tout le monde veut un logement plus grand. C'est le rêve, la surface, 55% des occupants. Alors par contre, ça m'a surpris, c'est 93 mètres carrés, la surface moyenne. Quand on cumule le neuf et l'ancien en France, c'est 93 mètres carrés, donc on est très souvent concurrencé quand on fait de la vente en logement par le logement ancien qui offre une surface. Par contre, vous voyez que là, la surface moyenne par logement, elle a un petit peu bougé en maison individuelle depuis 84, mais par contre, en logement collectif, elle ne bouge pas. Elle est stable, ce qui est un peu... On habite toujours de la même façon. Alors, on l'a regardé aussi pourquoi. C'est parce que les bailleurs sociaux, il y a eu un règlement, il y a eu des normes de taille de logement qui ont empêché de faire des trop petits logements. Mais du coup, ça a aussi calé, je dirais, la taille des logements neufs, un peu depuis 20 ans la même. Voilà, nombre de pièces. Vous voyez, aujourd'hui, c'est 30 mètres carrés quand on est seul. Et chaque cohabitant, c'est 10 mètres carrés de plus. Alors voilà la taille, une petite slide pour regarder la surface moyenne dans le monde. On est à 30 mètres carrés au Japon et à la Biennale, leur défi c'était comment loger 5 personnes dans 15 mètres carrés aussi. C'était des Coréens, Corée du Sud, qui avaient ce défi-là. Donc vous voyez, ils sont vraiment ailleurs, ils sont vraiment comment on peut loger dans le plus petit possible, le plus grand nombre, vu qu'ils n'ont pas de foncier. Nous, on est là, en moyenne nationale, 9 anciens, et puis vous voyez que les Américains sont complètement dingues, puisqu'ils sont 200 mètres carrés moyens sur le logement. Voilà un petit point que je voulais faire, je ne sais pas si... Alors, merci pour ce point. J'en profite pour préciser une chose. Quand on voit ce chiffre 93, il est en fait trompeur. Parce que d'après les chiffres de l'AIGP, de l'INSEE à IGP, en Ile-de-France, ça tombe à 76 mètres carrés. Et donc, il y a des disparités très fortes entre Paris et province sur cette question du logement. Oui, j'ai bien entendu que c'est le moyen national, mais je voulais préciser que dans le marché du logement en France, c'est en dessous. Donc, on voit bien que, je ne sais pas si tu as des opérations et des projets sur l'Île-de-France, mais tu vas te heurter à cette logique. Et peut-être que tu vas faire exploser le plafond et que tu vas le relever au-delà des 76. Le T3 moyen dans les opérations, c'est 57 mètres carrés. Donc les 93, moi je ne sais pas où ils sont sans doute parce qu'il y a de la résidence individuelle. Et puis c'est un mélange avec l'ancien, donc ça prouve qu'autrefois on habitait grand. Aujourd'hui le T3 c'est entre 57, 58, 59, 63 c'est des grands jours.
moi je sais pas, mais enfin, Non, mais il y a quand même un souci dans ce qu'on construit aujourd'hui de neuf. oui. On construit trop petit. Et pourquoi on construit trop petit? Parce que les mètres carrés sont immédiatement liés à l'argent. Mètres carrés, euros. C'est-à-dire que si on peut faire 57 mètres carrés, on nous demande, et puis à l'agence, un architecte fait 62, il montre que c'est mieux. Et puis il pourrait montrer aussi que c'est pas plus cher. Enfin, le plancher de 2 mètres carrés en plus n'est pas forcément ça qui va mettre en péril quand on regarde toute l'opération. Et ben, en fait, on peut pas. On peut pas parce que 1 mètre carré, c'est le prix de vente. Le prix de vente est toujours au mètre carré. On achète un T2, on achète un T3. Et à partir du moment où le mètre carré est directement lié aux euros, on ne peut pas faire de grands logements puisqu'il faut faire ça pour 200 000 euros, quoi. Il y a une adéquation entre les mètres carrés et le prix qui ne devrait pas exister, en fait. Donc, il y a d'autres stratégies, on en parlera peut-être tout à l'heure, de volume beaucoup plus intéressantes qui permettent de délier ces choses-là. On parle aujourd'hui, pour faire des grands logements, de pièces en plus. C'est bien qu'on a les pièces normales qu'on achète, et puis la pièce en plus, on l'achète moins cher. C'est un balcon, la caton-vassale, c'est des vérandas. Voilà, mais on est coincé dans cette équation euro mètre carré, alors qu'on devrait plus réfléchir directement au coût de la construction, coût des mètres carrés, et ensuite jouer le jeu du prix de vente derrière. Alors on va parler de la pièce en plus, qui est un thème majeur et d'ailleurs un thème de recherche permanent. Toujours on le voit bien, notamment dans l'opération de Nancy que nous présentons ici, que tu as réalisée, où précisément sur les coursives, il y a ces éléments qui ponctuent à la fois le parcours et qui en même temps sont une extension du logement, avec très habilement qui peut être l'entrée ou autre chose. Ça c'est un des scénarios que tu proposes. Oui, c'est de faire des coursives très très longues. C'est un bâtiment, je ne sais pas, il y a quelques images, on pourrait les voir si vous voulez, mais c'est un bâtiment tout en longueur, qui est affiché ici d'ailleurs. Et puis on a décollé la coursive de la façade. C'est pour un bailleur social, ça a été construit à 1 200 € le mètre carré, parking inclus. Donc c'est du béton brut. En fait, les mètres carrés en plus sont des vérandas entre le vide, entre la façade et la coursive. Il y a des grands paliers qui font 2 mètres 20. Et on a acheté des vérandas dans le commerce et on les a mis là. Voilà. Donc c'est pas chauffé, c'est ventilé par la véranda, mais en fait c'est intéressant parce que ça fait une espèce d'entrée en plus, une pièce en plus. Moi je sais pas ce que je vais montrer, quoi. Alors, ça je vais passer parce que sinon je vais refaire. Ça c'était juste pour rire, mais c'est la traduction d'un beau logement, un T3, et chaque mètre carré correspond aux honoraires, enfin au prix. Où va votre argent quand vous achetez un logement? C'était l'exposition Argent, Logement, Autrement qu'on a fait à la MAN, à Annemasse, dans la fondation Annemasse. Et le paillasson, les 2 mètres carrés, c'est les honoraires de l'architecte et du promoteur. Ça représente 1,3% du coût de construction. C'est-à-dire que quand vous avez des grands publics qui disent les architectes ça coûte cher, dans le coût de vente, quand vous achetez votre logement de 300 000 €, l'architecte n'a coûté que 1,3%. Voilà. Quand on dit que c'est 10%, c'est quand même complètement faux. Et puis les 24 mètres carrés, c'est les travaux. Et les 15 mètres carrés, c'est quand même les frais de portage. Les 10 mètres carrés, c'est la TVA. Et 9 mètres carrés, c'est le foncier. Donc voilà, c'était juste... Je ne vais pas rentrer dans Argent, Logement, Autrement, parce que ce serait trop... Je voulais juste aussi dire, par rapport au grand logement, qu'à partir du moment où on déconnecte le coût des mètres carrés du coût des euros, on arrive, alors c'est du participatif, donc si vous voulez on pourra parler longuement du participatif, mais ce qui est intéressant dans le participatif, c'est qu'il n'y a pas les fameux frais de portage, il n'y a pas les fameux frais financiers souvent très élevés qu'on fait payer, il n'y a pas, etc. Et que finalement l'adéquation entre le coût de construction et ce qu'on a est directe. À la Tübingen, ce sont vraiment des grands logements. Honnêtement, c'est assez bluffant. Tübingen, c'est plus de 1500 logements, c'est au sud de Stuttgart, c'était une ancienne caserne française qui a été repris par la ville. Et ils n'ont pas voulu lancer ça en classique, ils ont vendu ça uniquement en groupe coopératif. Au début, ça ne marchait pas du tout. La ville s'est portée caution du premier groupe d'acheteurs, et puis après, c'est parti. Et 80% des constructions sont faites donc sans promotion classique, avec de la promotion participative. Ça fait des logements très étonnants,
et surtout des T3, des T4 faits sur mesure. Donc les gens visitent leur appartement, ils l'ont dessiné, quoi. Alors on me dit en France c'est une exception, le village vertical à Villeurbanne, ça a coûté très cher à la ville, parce que l'autopromotion, c'est vrai que c'est long, c'est vrai que c'est lourd. Mais il y a d'autres solutions que l'autopromotion, très intéressantes, qui met aussi l'habitant au cœur du système, et où d'ailleurs où le promoteur commence à rentrer là-dedans, parce qu'on parlera peut-être de volume, mais bon, ça c'est juste pour rappeler Vinci, et puis Corbu, parce que lui il a quand même prôné des histoires intéressantes sur le grand logement, hein, on ne peut pas ne pas le citer. Et donc voilà, voilà les coursives de Nancy. Donc il y a des ascenseurs, et vous voyez les vérandas, je ne sais pas si c'est un pointeur ça, peut-être pas. Si. Les vérandas, ce sont ces petits éléments là, qui sont assez drôles parce qu'ils sont là à l'entrée, et ce qui est drôle, c'est l'appropriation des gens de ces espaces-là. Donc ça, c'est vraiment du logement très très bas prix de construction. Et vous avez la pièce en plus dont tu parles, elle est ici, donc ils ont mis des petits rideaux. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de désordre dans les logements. Personnellement, ça ne me gêne pas du tout d'avoir à travers les balcons. Je trouve que c'est la vie, et quand on veut cleaner tout ça, et on veut éviter les canisses, les canisses, c'est les canisses, je veux dire, c'est pas ça qui nous empêche de trouver que le logement est beau, que le bâtiment est beau. Donc là, effectivement, c'est pas très, très bien fait, mais vous voyez, la personne a complètement phagocyté son entrée. Ça, c'est du béton lasuré, des portes, et ce sont des grands logements à l'intérieur, ouais, c'est sûr. Alors, Frédéric, on a l'impression, et je trouve cette opération de Nancy, elle explique bien les choses, que finalement, souvent, les normes empêchent de fabriquer des grands logements, mais que l'échappatoire, c'est précisément la coursive, et là on revient à Nemosus, c'est-à-dire à la coursive, le balcon et autres. Quand on prend les logements de la rue Hérode, là, de Jacob McFarlane, c'est intéressant de voir que les balcons tournent autour du logement et proposent à chaque fois une extension de l'espace habitable, mais d'une manière réelle. Je veux dire, est-ce que la marge, elle n'est pas là, virgule, que là? Elle est peut-être, en tout cas, Francis qui est là, il a fait des logements assez étonnants où on peut tourner avec ses balcons. Francis Solaire, excusez-moi. Donc il y a déjà pas mal d'années. C'est des logements qui sont assez extraordinaires, qui sont tout vitrés en plus, donc il y a une espèce de perception de l'espace dehors. Donc pensez que le logement plus grand se projette sur l'extérieur. La Caton-Vassal, ils plantent des serres déjà à Mulhouse, mais en fait c'est des serres qu'on ne peut pas habiter tout le temps, il faut faire attention. Du coup les gens essayent d'y habiter l'hiver, et du coup ils mettent des chauffants radiants, et du coup ça pervertit un peu l'histoire de la pièce en plus. Et nous sur Tours, avec Frédéric Monjanel, toujours avec ING, on a fait un truc, c'est des astuces, hein. C'est-à-dire on a un grand balcon, puis à un moment il se retourne à l'intérieur. Alors ça paraît complètement idiot en plan, c'est en fait cet intérieur-là, la personne ne va pas l'acheter, elle va acheter le prix du balcon, c'est-à-dire 50% du prix du logement. Et puis plus tard, il pourra prendre la façade qui se limitait là, la tourner et d'avoir une pièce en plus. Donc ce sont toujours des astuces. La pièce en plus, c'est toujours un truc qu'on essaye de faire, soit c'est pas chauffé, c'est pas tout à fait directement habitable, mais c'est habitable par les gens, soit c'est un balcon qu'on essaie de prendre. Éric Lapierre fait des choses très intéressantes sur les espèces de double pot, et aujourd'hui on travaille beaucoup sur les logements double pot, voilà. Ça c'est la pièce en plus. Ouais, on avait travaillé sur deux sujets, un sujet de pouvoir entrer par la véranda chez soi. Donc on rentrait par son jardin, créer des jardins, donc des escaliers extérieurs et des vérandas donc, fermés, mais avec un portillon. Donc des choses très simples, hein, très économiques, mais on rentrait par là. Et puis la question de la pièce en plus, c'est celle-ci. Donc là, elle est livrée en loggia extérieur, mais préchauffée et isolée pour pouvoir être fermée. Et l'astuce, c'était que cette portion de façade se mettait à l'horizontale avec juste une autorisation de la copropriété. Donc dans la copropriété, tout le monde avait les millièmes en réserve, et la CHAB, enfin la SPC, la surface de plancher supplémentaire avait été offerte par la ville de Tours au préalable. Donc on ne payait pas de droit à construire supplémentaire, ni le promoteur, ni... Alors, par contre, je devais vérifier si certains ont été fermés. Oui, certains ont été fermés, oui. Donc vous voyez, ça c'est très simple, on demande une autorisation à la copropriété, parce qu'il y a beaucoup de pièces en plus qui sont fabriquées par les promoteurs, mais pour les fermer, c'est le cas de Bègle qui était exposé à la Biennale, pour les fermer, il faut changer le règlement de copropriété, les millièmes,
bon, la surface déclarée, il faut la déclarer à la ville, etc. Mais ça s'anticipe très bien, et ça, c'était impeccable, quoi, hein. Du coup, on passait de 3 pièces à 4 pièces. Ce que je voulais montrer, ça, c'est Nantes, on n'a pas parlé, tu peux peut-être en parler. Ça, c'est pour dire qu'un grand logement, c'est aussi un logement qui peut s'ouvrir complètement, mais c'était avant la RT 2012, je pense. Oui, et puis en plus, la RT 2012, elle a bon dos. Je pense que on lui fait, si on peut on lui fait ça. dire beaucoup, bien sûr que si, Si. On lui fait dire beaucoup de choses. Hein. Un 16e de la surface vitrée, un 16e de vitrage, c'est pas sérieux, quoi. C'est le minimum. Et en fait, c'est parce que la RT 2012 dit, voilà, si on augmente le nombre de vitrages, ça commence à créer des problèmes. Et si on arrive au-delà, à des chiffres au-delà, en fait, on s'aperçoit que c'est tout à fait faisable de faire des grands vitrages dans des logements. Mais systématiquement, vous avez toujours quelqu'un qui lève la main et qui dit, pour la RT 2012, il faut réduire les vitrages. Alors quand on travaille avec les Allemands, par exemple le Passivhaus allemand, on a eu la chance de réaliser une fois un bâtiment Passivhaus, donc c'est un peu des thermos, hein, je ne le ferai peut-être pas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des grands vitrages. Parce qu'en fait, la déperdition, c'est sur les cadres et pas tellement sur le vitrage. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont viciées un peu dans l'appréhension et qui fait qu'on se retrouve très rarement avec ce type de situation, c'est-à-dire des très grands vitrages, des pieds à la tête, aujourd'hui. Avant, on le faisait couramment, mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Peut-être parler de cette opération-là. Ouais, ça c'est. Habiter les quais, donc à Nantes. Oui, ça c'est un projet assez dense. Les balcons sont en angle, à 45 degrés, et il n'y a pas de poteau d'angle. C'est une petite prouesse, mais n'empêche que quand vous ouvrez les deux grands slidings des deux côtés, vous avez tout d'un coup votre pièce qui bascule à 45 degrés sur la Loire, parce que c'est des balcons qui font 4 mètres. Pour faire ça, on ne pouvait pas mettre de poteau d'angle pour tenir. Il a fallu faire de la post-contrainte sur les planchers. Donc c'était quand même c'était pas donné, quoi, hein. C'était quand même relativement conséquent au niveau exécution de béton, mais hyper intéressant, hyper passionnant à vivre. Oui, mais c'était le prix à payer pour profiter de la Loire, ouais, non? ouais. Pour obtenir ça, là, oui, il n'y a pas de poteau d'angle. Pour obtenir cette projection, c'est sûr. Ce qu'on a fait, c'est que la totalité des logements, y compris les studios, avaient les 9 mètres carrés projetés comme ça, à l'angle. Et on a incliné chaque petit plot, pour que chaque logement, y compris ceux qui étaient derrière, ait la vue. Donc c'était une prouesse aussi. Mais du coup, bon, c'était une opération qui s'est, comme on dit en promotion, vendue comme des petits pains. Donc, je ne sais pas si tu veux rebondir sur... Je voulais peut-être vous montrer juste avant, parce que j'en ai parlé, les projets que nous avons faits avec Jean, j'en ai parlé au tout début. Donc là, par exemple, on avait vraiment... Donc c'est la foncière logement, c'est un bailleur social, c'est la mixité inversée. Donc là, on est sous le pont d'Aquitaine, voilà, pour préciser. On a 3 opérations en même temps, une à Senon, une à Lormont et une à Bordeaux. Les logements font 120, 130 mètres carrés, même 150 mètres carrés. Ça a vraiment été... on y va, quoi. C'est la foncière, hein, donc... C'est la foncière. Malheureusement, vous voyez que ça... la foncière, elle a arrêté son modèle, hein, parce que les loyers, les gens ne peuvent pas les payer, donc il faut subventionner le loyer, il faut subventionner la taille du logement, parce qu'à la fin, il faut quand même le payer, etc., etc. Donc je pense que ça, c'était fait en 2008 ou 2000... ça a peut-être été livré en 2010, oui. Mais on ne refera plus ça en social aujourd'hui en France, dans ce modèle-là. Même si, malheureusement, parce que c'était, voilà, c'est quand même du loft, vous voyez, traversant, les fenêtres s'ouvrent, les cloisons placards, du lino, voilà, fermé, ouvert, enfin, le rêve, mais très compliqué de le reproduire, hein, de le reproduire dans les schémas économiques. Bon, ça, c'était à Senon, et puis la dernière était à Lormont, donc une petite opération en duplex. Et la ville de Bordeaux avait voulu faire une opération coup de poing, avec, dans chaque zone, voir ces opérations de logement différentes qui viennent remettre une autre population. Donc l'intention était super, mais on n'est pas allé au bout. Je crois qu'aujourd'hui, il faut inventer des schémas plus de crise. C'est ce que fait Nicolas. Tu veux dire, oui, une approche plus pragmatique des choses, c'est ça, voilà, que tu veux dire. Plus pragmatique et moins compter
sur les subventions pour faire aussi du grand logement en architecture, enfin des grands beaux logements, et en plus avec une belle écriture architecturale qui occasionne un certain... Alors là, on arrive au cœur du sujet, c'est que finalement, quelle est l'alternative aujourd'hui? On a bien compris les normes, tout ça, on ne va pas se répéter. Mais donc, aujourd'hui, comment on peut faire autrement? Puisque, visiblement, il y a quand même des pistes possibles. Hein. Le fameux... comment on appelle ça? Big and cheap. Hein, excusez pour l'anglais, mais la formule n'est pas de moi. Oui, en fait, moi j'en ai eu un peu assez à l'agence, non pas qu'on fait du mauvais travail, mais de faire des petits logements. Voilà. Donc on s'est dit comment on peut faire des grands logements pas chers, big and cheap. Ça ne veut pas dire cheap, ça veut dire big and cheap. Donc je suis devenu promoteur. Je ne suis pas l'architecte de ce que je vais vous montrer. Une partie, c'est dessiné par quelqu'un de l'agence, et puis une autre, c'est une autre personne. L'idée, c'est de... Alors, je vais peut-être montrer quelques images. Excusez-moi, ça sera plus facile. Donc, j'ai créé une société coopérative, d'intérêt collectif. C'est une SIC. Sur ce domaine-là, il n'y en a qu'une en France qui existe, qui s'appelle Urban Coop, que vous avez peut-être rencontré. Un type qui vend des logements 40% en dessous du marché, qui s'appelle Houdbin, qui est un type assez bien, qui va être un peu appelé à Paris, parce que comme on vend trop cher et que vous arrivez voir un maire et dit « moi je vais vous les vendre 2000 € les logements », toutes taxes comprises, là vous commencez à intéresser les élus. Donc j'ai pris des terrains que personne ne voulait, parce que sur ces terrains-là, les opérations de promotion classiques, qui je répète, ont quand même 25% dans le prix de vente de portage, hein, c'est du portage, le portage c'est la marge, le frais financier, les commissions, les garanties, les frais divers, la publicité, la commercialisation, 4%, il touche plus que l'architecte, 2 fois plus, le fonctionnement, l'assurance, etc. Donc tout ça, ça fait 25% du prix de vente. Donc si vous commencez à dire, ce frais de portage, je vais le réduire. Ensuite, je vais optimiser mes travaux, parce que je vais faire travailler l'architecte avec l'entreprise, et puis je vais produire du volume. Donc je vais avancer si vous voulez, je vais le faire. Oui, ça c'est juste... les derniers logements qu'on a réalisés à Bordeaux, où ce n'est pas la pièce en plus, c'est l'espace en plus. Donc on rentre chez soi par un immense atrium qui n'est pas chauffé, pas rafraîchi, mais qui fonctionne en ventilation naturelle. C'est un dada de l'agence. Et ça fonctionne divinement bien, parce qu'en plein été, quand il faisait très très chaud, il fait frais. Logement social, logement accession. Il y a un grand paquebot comme ça, c'est quand même 140 mètres de long. Donc là on est au bassin à flot, là, on est sur les locaux sociaux. Et les autres sont en accession. Mais au bassin à flot. Ce bassin à flot, c'est l'île au test. Ouais. Et c'est sorti très peu cher en fait en construction. Voilà, puis il y a des tropéziennes, comme on dit. Bon, voilà, vous retrouvez cette photo-là, tu devrais la prendre aussi. Elle est assez intéressante, parce que ça, c'était des maisons sur le toit qui pouvaient être vendues comme ça, libres, en volume. Donc c'est des très très beaux volumes dès qu'on profite des toitures. Voilà, on ne va pas répéter. Alors ça, c'était la petite discussion que je vous ai rappelée, mais je vais aller vite. Voilà. Je crois que c'est un plan d'Alma, un plan de l'agence, et puis on discute avec le preneur. Bon, écoute, ton truc là, moi je veux une grande chambre d'enfant, parce que la chambre des parents, 12 mètres carrés, moi je dors dans la chambre, fais-moi une grande chambre d'enfant. Donc on fait la grande chambre d'enfant, on réduit un peu la salle de bain. Puis après, la cuisine qui était derrière, là-bas, je la veux éclairée en premier jour, tu la mets à la place de la chambre. Et puis comme ça, j'ai un premier jour, j'ai une cuisine ouverte, mais c'est une pièce qui est vraiment une pièce à vivre. Et puis finalement, l'endroit où je dors, j'ai juste besoin d'une alcôve. Ça, c'est le client qui a besoin de ça. Et du coup, on se retrouve avec le séjour, c'est plutôt le coin télé. En fait, c'est le repas et puis c'est le coin télé. Donc il n'y a pas eu vraiment la notion de séjour. Et du coup, on se retrouve avec un logement à la même taille, mais complètement différent, qui n'était pas du tout dessiné pour être une grande pièce traversante, éclairée, avec une grande chambre. Et cet exercice peut se faire avec des clients. Ça, c'est un autre plan. Donc pareil, on entre par là, on est... salle de bain non éclairée, chambre 1, chambre 2, chambre 3, loggia. Donc on ramène la cuisine sur l'entrée, on modifie complètement la chambre du fond avec un accès direct pour les enfants, et puis on fait une grande pièce traversante, puis juste une alcôve pour la chambre. Donc on s'aperçoit en fait que les plans de logement sont modulables par les gens eux-mêmes. Donc l'idée de Big and Cheap, d'abord c'est de travailler... en dehors de la promotion, moi je deviens promoteur, donc je porte, on va dire, le terrain et le travail.
Et je vais vous montrer un premier exemple. C'est dessiné par l'agence, par Olivier Calvarez de l'agence, mais moi j'étais plutôt comme le maître d'ouvrage. Donc c'est sur un très très beau terrain, sur une ZAC qu'on a fait, et ce terrain ne se vendait pas, donc j'ai dit au maire, on le prend, on fait du big and cheap. Alors big and cheap, ça consiste à trouver pas de parking enterré, sinon on ne sort pas dans les prix. Donc l'idée c'est de vendre moins de 2 000 €, toutes taxes comprises. Vendre les appartements finis moins de 2 000 €. Vous voyez le challenge quand même, ce n'est pas le coût de construction, c'est le coût de vente dont je parle. Donc l'idée c'est de construire à 1 200 €, de construire à 1 200 € et de vendre à 2 000. Alors comment on fait? On travaille sur des structures extrêmement répétitives, comme pour construire à 1 200, et surtout on va vendre du volume. Donc on a un parking en dessous, et puis on a des volumes assez... on rentre par les coursives, les éternels coursives, c'est quand même ce qui est le plus économique, puis c'est de rendre traversant. Et puis on a des grands balcons, et on a des logements qui sont en fait des volumes ouverts, avec une structure bois, et qui sont... là j'ai une maison, en fait c'est un duplex, et là j'ai une autre maison. Et le volume de 5 mètres n'est que partiellement terminé, c'est-à-dire qu'on a une mezzanine en dessous de la pièce humide, et la personne peut, en achetant, fait tout de suite sa modif acquéreur, c'est-à-dire mettre le plancher où il veut avec l'architecte. Ce qui donne des plans d'appartements assez marrants, et puis ça donne en fait une architecture relativement simple, en bois, et qui, vu le coût où on arrive à vendre ça, va partir assez facilement. Le problème de ce genre de choses, c'est que si le site ne partait pas, c'est pas seulement parce que le promoteur allait vendre à 3 500 sur ce terrain-là, nous on va vendre à 2 000, c'est aussi parce que le site, il est pas très bien vu par les Mulhousiens. Enfin, je ne sais pas pour quelle raison, d'ailleurs. Quand on dit c'est à cet endroit-là, ils disent alors que pourtant c'est un site magnifique. Et deuxième exemple de Big and Cheap, de la société donc ce sont ces petits plots ici sur le bord du canal de Bourgogne, derrière une grande cité nancéenne, dijonnaise. Donc l'urbaniste prévoit des petits plots. Alors là, on n'est pas urbaniste, et nous, on nous appelle pour faire du big and cheap sur 2 plots. Donc on va prendre ces deux-là, et on réalise une coupe qui est assez intéressante. Donc des volumes très hauts, des flats, quelques-uns, et puis, toujours, j'ai oublié de le dire, un local commun pour les gens. Parce que ceux qui achètent dans ces logements, il y a une espèce de charte. Ils sont occupants, forcément. Ils ne peuvent pas acheter pour quelqu'un, pour faire du Flot ou du Cellier ou du Pinel. Ils sont forcément propriétaires occupants. Ils ne peuvent pas revendre avant 10 ou 15 ans. Je ne sais plus quelle est la date exactement. Et ils s'engagent à partager le local ici, qui est au rez-de-chaussée. Donc ça donne... Alors comment on a fait? L'architecte a fait un premier projet de plot avec des terrasses en angle, qui sont des pièces en plus, des doubles hauteurs, et puis a rencontré quatre entreprises tout de suite du coin. Alors il y avait un groupe Vinci d'ailleurs sur le bois qui s'est pointé pour faire des façades bois. Il y avait Charpentier du Gâtinais qui voulait faire tout ça en bois, puis il y avait le modèle béton. Donc on a décliné avec eux, mois après mois. En fait, on ne faisait pas 5 projets, mais on adaptait le projet aux demandes des entreprises. Donc il n'y a pas de promoteur, c'est directement l'architecte, l'entreprise et la vente directe. Et finalement, celui qui a gagné, c'est l'entreprise locale, une entreprise Paquet, qui est une entreprise familiale, qui fait du béton très très beau. Ce sera du béton brut lasuré, isolation par l'intérieur, donc pas de façade bois, on n'est pas arrivé à passer, il était tout prêt. Et puis on sort une ossature béton, pas mal d'astuces dans les angles, donc des appartements un peu plus grands, des appartements un peu plus petits. Là, on est dans l'entrée, un escalier central qui monte, et ces pièces qui font 2,50 m par 4 ici, qui sont considérables. Et l'intérêt de ça, c'est que c'est du volume. Donc quand vous achetez un volume, vous rentrez dans votre appartement, vous avez une salle de bain, un escalier qui monte sur une mezzanine, et puis un grand volume vide. Voilà, vous avez une mezzanine ici, et c'est habitable. C'est-à-dire que l'appartement, la GFA, elle est payée parce que c'est achevé. Sauf que tout de suite, la personne peut dire, moi je veux mettre ici un plancher, ou là un plancher, comme il y a eu une salle de bain à l'étage. Et que ces demandes sont classifiées par l'entreprise. C'est que l'entreprise s'est engagée sur des options, qui fait que, contrairement à l'autopromotion où on a du mal à rentrer dans nos prix, parce que les groupes d'autopromotion, il faut qu'ils trouvent un architecte, après il faut qu'ils trouvent un terrain, après il faut qu'ils fassent un projet. Ce projet est trop cher, on refait un appel d'offres. Et entre les temps, les familles s'en vont, ça dure 8-10 ans l'autopromotion. Ici,
c'est pas tout à fait une forme d'autopromotion, c'est une espèce d'accompagnement coopératif d'accès à la propriété. Et ça donne des volumes très, très, très extraordinaires. Le toit est accessible, les 2 derniers niveaux peuvent monter sur la terrasse, et le rez-de-chaussée donc est le local commun. Et ça donne effectivement, après, on retrouve l'économie, hein, un seul module de fenêtre, une seule fenêtre en bois, quelle que soit la pièce, cuisine, salle de bain, c'est le même module, et des grandes loggia d'angle que vous voyez ici, qui permettent de rentrer dans le coût de construction. Et du coup, là, vous avez, par exemple, des plans possibles à l'étage, à chaque fois déclinés sur le même logement. Et on s'est aperçu, en rencontrant des gens, que le désir des gens de faire eux-mêmes leur logement, c'est-à-dire de constituer eux-mêmes leur plancher, leur espace, comme j'ai montré tout à l'heure, est extrêmement fort. C'est comme ça qu'ils s'approprient le logement. C'est comme ça qu'ils vraiment prennent possession du logement, et ça devient vraiment leur logement. Alors, il y a des efforts là-dedans, hein, des efforts de tout le monde. D'abord, il y a une TVA 5,5 pour un secteur en rue, d'où le prix. Hein. Si on est à TVA 20, on est un peu plus cher. Il y a un gros effort de la SEM qui vend, mais je paye de la charge, moi, que sur le volume de base, pas sur les mezzanines. C'est un geste, hein, voilà. Après, c'est à la personne de se mettre en conformité. Donc la SEM aussi, elle commercialise moins de mètres carrés, mais de toute façon, elle se retrouve avec ce terrain où il n'y a rien. Donc il y a un effort de la mairie, de la collectivité, pour aider les gens à s'installer là. Il y a bien sûr un effort de portage, parce que ma société, une société coopérative ne fait pas de dividendes, pas besoin de faire de marge. Enfin, il faut qu'on arrive à payer tout le monde. Et puis, il y a un peu un effort de portage de cette opération, puisque, par exemple, on est sur une opération à saut. Donc là, on ne va pas vendre à 2000, hein, on va vendre 60% en dessous 40% en dessous du marché, parce que le maire dit, moi, j'ai un très beau terrain, ce que vous me dites là, ça me passionne, j'ai les clients. Je sais qui je veux mettre là-dedans, parce que les gens, le prof de français, un certain nombre de gens de Sceaux qui n'arrivent pas à accéder à la propriété dans sa commune, ils veulent les garder. Et donc voilà, c'est une espèce de... La commercialisation, nous, on l'a mis en ligne. En fait, on s'aperçoit que ce n'est pas l'ubérisation du logement dont je parle, mais c'est quand même une chose directe entre celui qui a envie d'acheter le logement et celui qui le conçoit. Aujourd'hui, il y a quand même... il y a d'abord... une SEM, une fiche de lot, un urbaniste, ensuite un architecte, ensuite un promoteur, puis de nouveau un architecte, puis de nouveau un promoteur, puis un investisseur qui rachète le tout, et puis ensuite un architecte de chantier, et puis après on arrive au logement, quoi. Une espèce de chaîne infernale où en fait tout le monde a besoin de se payer. Donc finalement le coût réel du logement, il s'est renchéri d'une façon considérable. Et c'est ça qui ne va pas. Et je pense que on est en train d'assister à quelque chose de formidablement intéressant, y compris dans les grandes métropoles, où moi je suis appelé maintenant par des promoteurs qui disent écoutez votre truc là, voilà. Et puis moi je suis content aussi de travailler avec eux si on parle le même langage, hein, si on ne parle pas trop de marge et de rémunérer les actionnaires. Il faut quand même qu'on soit dans la réalité du logement. Le logement n'est pas un produit financier. Si on rentre dans cette éthique-là, on est accompagné par des gens qui comprennent que de toute façon, ils ne vendent plus au prix où ils vendent. De toute façon, les gens ne sont pas très contents des logements qu'on fait. Et que pour arriver à faire ça, ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà. D'où l'expérience, par exemple, de Bordeaux, où ils vendent des volumes. Oui. Mais pendant que Frédéric prépare la suite du propos, en t'écoutant, j'ai l'impression que c'est une sorte de nouveau schéma à la Fernand Pouillon. C'est-à-dire que Fernand Pouillon, dans les années 60, l'opération du point du jour, il voulait baisser le prix du logement. Donc, il avait mis tout en œuvre. Certes, il s'était sûrement mal entouré, lui, mais voilà, c'était quand même la motivation, c'était de produire du logement moins cher. Mais c'est exactement ça. Moi, je demande... on voit des jeunes architectes qui commencent à devenir maîtres d'ouvrage. En Suisse, par exemple, il y a des gens qui sont architectes, qui achètent des terrains en s'endettant peut-être, mais ensuite montent l'opération, ils sont leurs propres maîtres d'ouvrage, ils sortent des trucs hallucinants. Mais franchement, c'est très intéressant. C'est comme l'autre jour, l'architecte qui me dit « Tu penses que je peux vraiment faire ça ?» Je dis « Mais vas-y, bien sûr. » Ah, génial. Alors que le promoteur aurait dit non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que Fernand Pouillon, il avait d'abord une éthique du logement, même si c'est fait, finalement ça a mal tourné, parce qu'il est allé un petit peu trop loin peut-être dans l'entourage où il l'avait, mais à petite échelle ou sur des opérations comme ça, si l'architecte
accepte de devenir un peu de temps en temps financier et porteur de l'opération. Enfin, si on diversifie un peu notre métier, après tout, dans une agence, il y a peut-être un qui va faire la promotion. Moi, je sais pas. C'est pas la fin des promoteurs, mais c'est tout un marché, toute une chose qui s'ouvre aujourd'hui parce que ce qui est fait ne correspond pas à ce que les gens veulent et qu'il y a une énorme crise du logement, c'est vrai. Et que même, je vais vous dire un truc qui est quand même paniquant, hein, au bassin à flot, il y a des coûts maîtrisés. Il y a aujourd'hui 4000 logements qui sont sortis pratiquement. Et ben, le chiffre était hallucinant, je crois que c'est 80% en fait sont partis en Pinel, c'est pas des occupants quoi. Et les gens qui étaient là, qui voulaient s'installer au bassin à flot, des amis que je connais, m'ont dit bah, c'était vendu trop cher. Je suis désolé, 3008, 4000, je peux pas. Et donc il allait acheter à ce nom un pavillon pourri qu'il allait rétorer. Donc c'est effrayant parce que de temps en temps on fait aussi l'effort et puis on s'aperçoit que le coût, vous voyez, que le coût lié au mètre carré, alors qu'en fait c'est pas vrai. Le coût de vente de ce logement, il ne vaut pas ce que raconte tel ou tel groupe, c'est pas vrai. Il n'a pas coûté cher en construction, il a été intelligent, c'est pas vrai. Donc quand les architectes s'emparent de ça, éventuellement s'adossent à des promoteurs qui acceptent de jouer ce jeu direct, je vous assure, c'est extraordinaire ce qu'il y a à faire, extraordinaire. Moi, ce que je note quand je l'entends et quand je vois ce que tu vas nous présenter, c'est que vous nous ramenez toujours à Bordeaux. On a l'impression que là, il y a un laboratoire particulier sur cette question-là. Est-ce qu'il est justement, parce que tu as parlé tout à l'heure de Nancy et d'autres en Bourgogne, donc je sais bien que ce n'est pas le seul, mais on a l'impression qu'il y a une masse critique là, peut-être assez intéressante pour développer ce type d'opération. Probablement parce que c'est des villes qui cherchent une qualité à se démarquer de la grande métropole parisienne. Je pense que Paris devrait peut-être s'interroger sur ce... Alors, ils ont fait réinventer Paris avec l'autopromotion, des choses comme ça. C'est très, 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 très petit. Quand vous écoutez aujourd'hui la Société du Grand Paris qui veut construire... alors, j'étais à une conférence, c'est que des chiffres, c'est que de la construction, c'est que on va sortir les logements, on va en sortir 300, 400 là, 500, 2000, on va faire 3000 logements par an. J'ai levé la main, mais quel type de logement, quelle qualité, pour qui? Non, c'est la quantité, la quantité. Je veux dire, à un moment, stop, on arrête. Macron fait une énorme erreur, excusez-moi, une énorme erreur, en disant, le Grand Paris, on va réinventer les hubs du Grand Paris et on va faire un appel d'offres au privé. Alors, excuse-moi, on va vendre en concours international les hubs du Grand Paris. Vous vous rendez compte les dégâts? C'est-à-dire que des groupes vont prendre des internationaux et des grandes pointures architecturales vont être invités et on va plaquer sur la gare 400 logements comme ça, sans réfléchir à la ville qui va l'accueillir, sans faire un atelier de travail, sans penser peut-être... Enfin, il y a une opportunité fantastique de faire différemment. Donc, c'est un effet d'annonce merveilleux. Macron, il va relancer l'économie en disant ça, mais c'est une connerie monstrueuse. Il faut au contraire lancer 40 ateliers participatifs. Mais alors on me dit ça fait perdre du temps. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si c'est bien fait, si c'est pointé, c'est absolument passionnant. Surtout en Ile-de-France, c'est l'espace pour faire ça. France, c'est gigantesque. Alors Frédéric, les volumes capables. Le Brazza, c'est la volonté politique de Bordeaux. Hein. C'est avant tout, vous avez fait les bassins à flot, on rebondit dessus et on essaye justement d'éviter du logement pour investisseurs sur Brazza. Et les opérateurs sont obligés de construire à prix maîtrisé. Et la règle du concours, donc nous on est déjà toute une bande là, puisque nous Adim, c'est ma filiale immobilière de Vinci Construction France, on est coordinateur aménageur. On fait 55 000 m² et dans les 55 000 m² qui était le premier lot de 4 000 m², 4 000 logements hein, au total, ou 4 ou 5 000 logements il y a 450 logements à faire, dont 100 en volume capable. Donc c'est cette question du volume capable. Mais les 100 en volume capable, je vais les définir, c'était la règle du concours. Et il fallait s'engager, il fallait que les opérateurs s'engagent. C'est l'opération de Youssef Tomé. Exactement. Donc plan masse de Youssef Tomé, rive droite à Bordeaux, je ne sais pas trop resitué, mais tout le monde voit à peu près. Et donc là, le cahier des charges est pas épais, mais très précis. Hein. Et donc nous, en fait, l'opérateur, on lui donne des guides, mais on lui a demandé de faire d'abord ces 100 logements. Bon, après, il fallait mettre un hôtel, il fallait mettre des bureaux, il fallait mettre du loisir, etc. Donc on est venu avec des enseignes intéressantes. Donc on s'est regroupés. On a déjà fait un espèce d'atelier
obligatoire hein, par le cahier des charges, un groupement qu'on a appelé Studio Brasa. Et ce groupement, nous l'animons et on est mandataire hein, et garant de ça. Bon, ce que je voulais vous dire là, c'est que les volumes capables, ils sont aussi possibles, parce qu'ils prennent tous des risques à les faire, enfin des risques potentiellement au départ, pour eux c'est des risques, parce qu'il y a un projet global. Donc ça aussi c'est bien, c'est de poser la question aux promoteurs, non pas faites-moi des logements innovants tout seul, mais vous avez le droit de faire des logements en bordure de Garonne classiques, mais je vous demande quand même un effort, hein, et l'effort est mitigé par le fait que de toute façon, sur le bord de la Garonne, avec la Bordeaux en face, il y aura des logements très classiques. Donc là, je parle de Kaufmann, je parle de Crédit Agricole, qui ont tous dit aïe aïe aïe, il évolue papa, mais on ne va pas s'en sortir. Bon, c'est aussi un parking silo, hein, personne n'a de voiture, c'est une ville verte, on marche à pied, on marche, je veux dire, on marche pour aller chercher sa voiture, on n'a pas de confort, même pour de parking enterré, même pour les logements de Garonne. Ça veut dire qu'il y a des parkings silos un peu plus loin. Il y a un parking silo, hein, un parking silo qui est, je ne sais plus où, là, tu le vois, hein, c'est au milieu. C'est des parkings mutualisés, hein, c'est le système des macrolos, comme il y a à Barcelone ou dans d'autres villes. Hein. Oui, c'est même pas une place, on n'est pas propriétaire, on a un droit. Hein. C'est un droit de se garer. Donc là, les volumes capables, c'est une volonté de la ville de Bordeaux de dire on veut refaire revenir les jeunes, mais les jeunes qui, vous avez vu, ils ont entre 100 et 140 000 euros, 150 000 euros pour se loger, parce que les villes à Bordeaux, liées au succès de la ville, il y a très peu de logements à prix accessible. Donc la bonne idée de Michèle Laruche-Charlu, qui est directrice de l'urbanisme de la ville de Bordeaux et de la métropole, c'est de dire, écoutez, vous faites un volume habitable et puis un volume brut, d'où le volume capable. Et dans ce volume brut, eh bien, vous aurez la possibilité pour l'acquéreur de faire soit un logement, compléter son logement, soit de l'activité. Donc le PLU permet aussi de faire une zone de travail. Donc 100 logements vont être faits comme ça. Donc 26 logements, 26 mètres carrés terminés en studio, un volume brut et une surface et un volume de 66 mètres carrés. Donc ça c'est la base. Alors là, bon, c'est une petite image. Voilà, ça c'est un des architectes. Celui-ci se fait en autopromotion, parce qu'on a aussi Citizen qui fait de l'autopromotion. Donc on a des promoteurs classiques comme Kaufmann et Crédit Agricole qui font du volume capable, mais il y a aussi de l'autopromotion et il y a aussi des bailleurs sociaux. On a les 4 opérateurs logement de ces 55 000 m² qui en font tous 20 à 25 pour faire les 100. Donc on a la question, c'est de faire un volume qui permet une double hauteur, soit pour travailler, soit pour habiter, avec le droit de faire de la surface complémentaire. Donc ça, c'est un autre proposé par AUC. Ça, c'était le collectif encore. Ça, c'est AUC. Et puis, il y en avait un au tout début qui était, je ne sais plus les architectes, c'est Eden Promotion. Voilà, ça, c'était Eden Promotion. Bon. Alors, la grande discussion de départ, c'était mais comment je vais faire avec la RT 2012 ? 50 juristes autour de la table pour arriver à vendre une VFA qui soit un peu moitié finie, moitié brute, mais bon, ça s'est arrangé. Voilà, la vente en état d'inachèvement. Alors, ce qui est intéressant, c'est le chiffre. Donc là, vous voyez, c'est des chiffres. Alors bon, je ne dis pas que Vinci Construction, qui va le construire, l'a validé, mais en tout cas, c'était dans le dossier AUC. Grosso modo, vous voyez, le prix d'une construction à Bordeaux, c'est 1 300 €. Là, comme il y a une partie brute, c'est 900 €. On rajoute 5 000 €, j'ai vu qu'il a 5 000 € de surcoût. Mais vous voyez, on a un prix qui est à 76 500 € par logement. Et donc, on va le calculer en volume. Sur un projet classique de 2,50 m, sur un prix classique à Bordeaux, on va avoir 442 € par mètre cube habitable. Et sur le volume capable, eh bien, on va diviser le prix par 3. Et ça, c'est réel. Donc ça, c'est une vraie révolution. On pose les permis. Ce n'est pas encore réalisé. On n'a pas encore les acheteurs. On n'a pas encore le retour d'expérience. Donc, il faudra qu'on se revoie, Francis,
pour on voir comment ça va s'est suivre toutes passé. ces opérations avec beaucoup d'attention. Il y a le laboratoire du logement, il est fait pour ça. C'est une veille, hein, je le rappelle. Hein, c'est pas un laboratoire comme celui de Monique Eleb qui est là et que je salue. Donc ce n'est pas le même type de laboratoire. C'est un laboratoire qui observe tout ce qui se passe et qui justement propose un lieu de confrontation de toutes ces expériences. Moi, ce que je note, c'est que vous travaillez beaucoup sur la double hauteur. Hein. Alors, Nemosus avait posé ça encore, il n'a pas été le premier ici. On a quand même l'unité d'habitation de Le Corbusier, je le rappelle, dans notre collection là-haut, une retranscription de l'appartement de Marseille. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui était un peu mis à côté. Ça, c'était plus possible. C'est un moment de. J'ai l'impression que vous recreusez cette piste de volumétrique, on pourrait dire. En fait, moi, je l'ai adopté pour Big and Cheap parce que ça me permettait de dire. J'ai 47 mètres carrés au sol, charge foncière 47 mètres carrés, j'en réalise 90. Enfin, j'exagère un peu, mais après coup. Donc c'est quand même hyper intéressant. La double hauteur, c'est ce qui permet d'étendre le logement d'une façon très naturelle, surtout si les fenêtres sont déjà posées en partie haute. Hein, vous avez vu les images. Les gaines sont en attente, tout est prêt pour continuer. Alors, la personne achète ces 47 mètres carrés au sol et peut vivre comme ça. On ne l'oblige pas à faire tout de suite les travaux pour avoir ses 90. Mais s'il les fait tout de suite, eh bien, on l'aide et puis on fait les plans avec lui. Et puis s'il les fait plus tard, il y a des chartes très précises dans la copro, il ne peut absolument pas faire n'importe quoi. Les portées sont simples, c'est des bastings qui permettent de passer d'un mur à l'autre sur 4 mètres. Enfin, il y a des règles pour appréhender la hauteur. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est aussi la profondeur, j'allais dire, la structure, quoi. Je suis assez surpris de la qualité des logements que l'on sort quand on fait de la réhabilitation de friches industrielles, par exemple. Dans le manifeste qu'on a publié récemment à ANMA, à l'agence, on a cité une société qui s'appelle Loft Company, à Mulhouse, toujours. Donc à Mulhouse, c'est un bon laboratoire de logement. C'est près de Bâle, il y a un petit marché, pas très vif, mais quand même. Et ces gars-là, ils ont créé leur société tout récemment. Ils ont d'abord acheté une friche qui allait partir à la casse. Ils ont négocié avec le maire, lui faisait la communication, l'autre il faisait je ne sais plus quoi. Ils ont acheté la friche, donc ils se sont pris un bon crédit sur le dos, une grosse friche industrielle, à 10 km du centre de Mulhouse. Et puis ils ont fait une fête dans la friche, en disant voilà, on va faire des logements. Leur commercialisation, c'est la fête. Ils ont assez rapidement une vingtaine de preneurs. Ils ont mis autour de la table, ils ont pris un archi, des ALW, et ils ont fait une réhab. Mais je vous assure, j'ai jamais vu des aussi beaux logements depuis Nemosus. Mais vraiment incroyable. Des logements très très peu chers, beaucoup de très beaux matériaux bruts, beaucoup de choses extrêmement simples. Il n'y a plus de notion de chambre des logements à chaque fois sur mesure pour toutes les bourses. C'est pas du tout des bobos qui sont installés là, qui font de l'entre-soi, type Fribourg. Hein. C'est plutôt vraiment, il y a un peu tous les milieux. Et ça a été une telle réussite cette friche industrielle que ces deux gars-là ont créé leur société, donc Loft Company, société coopérative, et ils commencent à racheter comme ça des bâtiments industriels. Et ils rachètent des choses qui sont une ancienne serrurerie, un rez-de-chaussée sur rue. Et chaque fois qu'il y a des logements qui sortent dans des bâtiments existants, c'est assez extraordinaire. À Annemasse, dans mon agence, on est en train avec mes associés, de sortir des logements dans un tripostal. Donc on visite, c'est à Toulouse. On visite le site, c'était avec ICAD. Voilà, il faut raser le tripostal et faire des logements, Et je regarde le tripostal, je monte à l'intérieur, il y avait quoi stocker du courrier, structure béton magnifique. Et je dis, si on garde le tripostal. Il y a eu un grand blanc parce que c'était vraiment horrible, effectivement, il n'est pas beau. Mais en fait, c'est du R+4 potentiellement, alors qu'on était limité à R+1 sinon. Vous voyez le genre. Et du coup, ça fait son chemin, on va garder le tripostal. Et en fait, on sort des logements. Je ne dis pas qu'ils sont extraordinaires, mais ils sont juste surprenants pour le prix auquel on va le sortir. Parce qu'on vous dit toujours, si vous gardez la structure, ça va coûter plus cher. J'aimerais bien qu'un jour on ait un vrai débat là-dessus, avec des chiffres qui montreront que quand on a gardé la structure, là, la structure béton, on a enlevé les façades, bien sûr, et on reconstruit derrière, eh bien, on sort beaucoup moins cher que si on avait construit ce qu'on construit en neuf. Il n'y a même pas de discussion. Et en plus, on sort des logements je veux dire, assez extraordinaire parce que surprenant, parce que plus profond que normal. Si on fait passer le facteur lumière du jour, vous savez, cette fameuse qui dit qu'il faut toujours avoir de la lumière naturelle, même au fond de son lit quand on dort, ce sont des choses qui sont pour moi une aberration. Hein.
effectivement, sont plus profonds, les logements sont plus profonds, donc ils sont utilisés d'une façon différente. Et je trouve que une des clés d'entrée, le cheval de Troie pour faire des logements un peu différents, c'est de réutiliser les structures existantes. On démolit trop encore, que ce soit des charpents de bois ou que ce soit des bâtiments industriels ou même ferroviaires. En partant de ça, on fait quelque chose d'extraordinaire. C'est le principe de REM sur McDonald's, sauf que McDonald's, échec énorme, c'est qu'on a fait une dalle de transfert. Et que finalement, nous, on a fait 2 bâtiments au-dessus. Ils sont très bien, tous ces bâtiments, mais ils sont dans la norme classique des logements de promotion. Alors que REM avait dit, et Alcoma, d'après lui, la SRAM de 8 mètres 10 par 8 mètres, on la prolonge en haut. Et les faisabilités, c'était des triplex, des trucs complètement fous, quoi. Et nous, on s'est régalé au début, les 2 premières réunions, on était tous les archis autour. C'est ça qu'il faut faire. Et puis tout d'un coup, 2 mois après, économie de projet, il faut faire des produits standards, je vois encore, il faut des produits standards, dalles de transfert. Là, c'est une responsabilité aussi de la promotion de dire il faut des promoteurs éclairés comme Frédéric qui disent attendez, si on continue sur cette idée qu'avait le type qui a construit McDo à l'époque, là, de Forest, de se poser sur la structure existante sans faire de transfert de charge, on va faire des logements 10 fois plus intéressants. Et je vous assure qu'ils auraient été 10 fois plus intéressants. D'ailleurs, les seuls qui ont gardé la trame, c'est Mimram et Leclerc dans les bureaux, parce qu'ils ont pu le faire dans les bureaux. Les bureaux sont assez étonnants, quoi. Ça se sent tout de suite. Et donc ce maudit logement standard, produit immobilier, il faut casser ça le plus vite possible. Mais c'est très difficile. C'est très, très difficile. Si un architecte résiste, le promoteur, il va prendre quelqu'un d'autre. C'est très difficile. Même quand on est un nom, même quand on est connu, qu'on essaie de faire différemment, les équipes se donnent un mal de chien pour faire des logements différents. On y arrive. Mais c'est toujours un combat. Alors que le public, la crise du logement, le public, il demande ça. Donc vous voyez, il faut un moment, il faut réinterroger tout ça. Et puis, à telle opération, McDo, pour moi, c'est pas raté, mais c'est un peu dommage. Prochain coup, on y va, quoi. À Creil, par exemple, on mène une opération d'urbanisme. C'est la fatalité, Creil. Hein. Personne ne veut y aller. Les seuls logements qui sont, c'est des logements sociaux. C'est des petits bâtiments R+4 avec une attique, en enduit gratté sur isolant, dégueulasse, des fenêtres en PVC. Fatalité, quoi. Et on est urbaniste, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. On a dit au maire de Creil et au maire de Nogent, parce que on va garder tous les bâtiments industriels, tous. On dit, c'est pas possible, ça vaut rien. On garde tout. Mais comment on va les porter ? Pour l'instant, ne vous précipitez pas pour les acheter, on les garde. Et à partir de ces bâtiments industriels, on va construire peut-être dedans, à côté, autour, pour faire des logements neufs. Et les gens vont rentrer dans leur logement en passant par un immense hall. C'est là qu'on a quand même construit le Grand Palais. Donc, c'est l'entreprise d'AID, c'est des charpentes métalliques magnifiques. On ne referait plus jamais. Et donc, on va rentrer dans son logement par là, et puis on aura un jardin d'hiver, ça ne sera pas forcément de l'ASP, mais ça sera peut-être une rénovation à 300-400 € le mètre carré pour mettre ça propre. Puis après, on mettra un plateau de coworking, et puis après, on mettra une garderie d'enfants. Et quand l'élu dit oui à ça, et qu'on commence à rentrer dans un projet comme ça, c'est absolument formidable. C'est extrêmement intéressant et excitant de partir de l'existant pour faire des logements neufs. Ça, c'est une conviction que j'ai. Pas souvent partagé parce que, vous savez, maintenant c'est BIMé. Hein. Le BIM, c'est un truc formidable, mais les logements sont BIMés. Hein. Pas le groupe Vinci, mais quelqu'un m'a dit, regardez, je vais faire des économies de logement, j'ai des logements comme ça, j'ai tout passé en BIM, c'est-à-dire toute la plomberie, toute la menuiserie, tout est BIMé. Et puis, on va construire 400 logements à Toulouse, je ne dirais pas qui. Hein. Et puis, on a besoin d'un architecte, j'ai dit très bien. Vous faites les façades juste. On va faire quand même... Ah non, l'économie de projet, elle est géniale, on va construire, je sais plus quel prix. On a juste besoin d'un permis avec la façade devant. Non, mais on en est là. Hein. On en est là. Hein. Il ne faut pas se tromper non plus. C'est-à-dire que sous prétexte de faire de l'économie, de temps en temps, on va tellement loin qu'on va réinventer le chemin de grue, quoi. Le chemin de grue des années 50, ça va, quoi, on a donné. Donc aujourd'hui, ne faisons pas du chemin de BIM, ou ne faisons pas des choses qui sont absurdes, mais le spécifique, le sur-mesure, le travail sur l'existant, le travail avec les gens, ça coûte pas cher. Je vous assure que ça coûte pas cher. C'est juste un peu plus d'emmerde. En plus, des gens comme Reichen et Robert avaient ouvert ces chemins depuis le début avec l'usine Leblanc, mais aussi à une plus grande échelle, à Elbeuf, absolument extraordinaire. Donc je pense que ça a déjà été prouvé. Oui, ça a été prouvé, mais ça reste, il y a une grosse résistance sur ce sujet-là. Peut-être que Frédéric, tu as une autre expertise là-dessus.
Oui, on essaye en tant que constructeur de faire des choses, je vais vous en parler. Bon, justement là, c'est très simple, en fait c'est un peu évident, c'est un procédé réversible, mais c'est l'idée de pouvoir, après usage, revenir en arrière. C'est tout simplement ce qu'on appelle, nous, habitat-colonne, donc dalle pleine, poteau-dalle, hein, pas de retombée de poutre. Ça, déjà, la structure, elle est très simple. C'est 3/6 habitat-colonne. Et puis là, on a vu qu'avec 13,50 m de profondeur, on avait regardé ça avec Canal, eh bien, 2,80 m de haut, eh bien, on arrive à tout faire. 2,80 m sous dalle. On arrive à faire des logements, des résidences étudiants, des bureaux cloisonnés, des bureaux partagés. Donc, on l'a appelé conjugaux. Et c'est une surface et une hauteur, on passe les câbles, on fait tout dedans et surtout on le réverse, on le transforme en logement bureau. Bon, ça c'est. Alors on est en train de, justement sur Brazza, on va faire des bureaux conjugaux, on va les tester à cet endroit-là. Donc ça, c'est le B à bas, mais malheureusement on est obligé de déposer un brevet. Enfin, tu vois, ça paraît quand même évident de construire. Et alors l'avantage, c'est que on a plutôt envie de faire des logements à 2,80 m de hauteur du coup. Globalement, réfléchir comme ça, ça donne un. Ah donc c'était pour répondre un peu à Nicolas sur les bilans chez Adim. Le poids le plus lourd, vous le voyez dans le prix, c'est les travaux. Le foncier, bien sûr, en Ile-de-France, il n'est pas à 10-15%, il va être à 30-40%. Si on est à Paris, il peut arrêter à 50% du prix. Mais ça, c'est une moyenne nationale. Les dépenses annexes, les honoraires de gestion, les honoraires techniques, il y a l'architecte, le maître et les bureaux d'études, les honoraires de gestion du maître d'ouvrage, les dépenses annexes, c'est les frais, les GFA, etc. Donc nous, on est comme on est constructeur en conception-réalisation et qu'on se finance aussi sur les travaux, la marge est à 5. Et donc, c'était pour vous expliquer que chez Vinci Construction France, l'effort qu'on est en train de faire, il est surtout sur le levier de process de fabrication, achat et de conception. Mais conception, ce n'est pas la conception du bâtiment. Bien sûr, si pour faire des logements, il faut qu'elle soit plus simple, mais c'est essayer de l'inventer, de la réinventer grâce au numérique et aussi grâce au savoir-faire. Et plutôt que essayer de se dire, chaque projet, il y a une entreprise, il y a une filiale, on va essayer de chercher des choses qui sont très simples. C'est que vous savez qu'un chantier, c'est une superposition de tâches. Et bien, chez Vinci Construction France, on va essayer de les mettre en modules. Et donc, au lieu d'avoir 15 corps d'état, le maçon, le compagnon, on va lui demander de faire aussi la plomberie et l'électricité. Et tout ça sous forme de préassemblage, ce qui ne fiche pas du tout l'architecture. Je vous rassure, c'est des assemblages qui sont faits effectivement, qui vont finir par être dans BIM, mais qui seront faits sur mesure par projet. Par contre, ce qui est aujourd'hui extrêmement coûteux, c'est la superposition des tâches de chantier. Donc là, je parle vraiment technique. Hein, et qu'il y a énormément de moyens d'anticiper son chantier grâce au numérique et son process de chantier, de préassembler pour éviter de se retrouver avec des chantiers qui durent. Donc un chantier qui dure 12 mois, on peut le faire en 8, ça n'a rien à voir avec la complexité. Donc pour ça, effectivement, on va sûrement faire des, je ne sais pas si tu connais ça Nicolas, des nouveaux fonds de coffrage SmartCast qui prédessinent toutes les réservations. Donc ça c'est fait numériquement, mais ça fait énormément gagner de temps de chantier. Donc comme vous le savez, le prix du logement est à 50%, même plus que 50%, un prix de main-d'œuvre. Donc voilà, des assemblages. Alors là, on va s'associer à des constructeurs de bateaux pour qu'ils nous sortent de notre archaïsme de travail de chantier. Voilà, donc c'était juste pour vous demander. Ça veut dire qu'il y aura des transferts de technologie voilà, donc, surtout, en la matière. Voilà, du préassemblage, des compagnons, et éviter superposition de savoir-faire. Une entreprise comme Vinci Construction France, elle fait le béton, elle sous-traite les lots techniques très souvent. Et donc là, c'est de dire, on fait homemade, hein, on fait soi-même. Les compagnons sont d'accord pour avoir plusieurs formations et avec les tablettes et les préassemblages et le BIM, ça devrait
et j'espère ne pas figer la conception, au contraire, mais complètement anticiper le chantier de façon à réduire les temps de chantier, réduire la pénibilité et limiter les coûts de construction. Donc on en est là, chez Vinci Construction, c'est extrêmement ambitieux, mais on se dit que si on a réussi à faire, moi je prends Le Havre comme exemple, des villes, des bâtiments et des logements très vite et très bien construits avec un béton magnifique, on devrait pouvoir revenir à ça, mais grâce au numérique. En tout cas, grâce à des process qui vont limiter le travail inintelligent et surtout le travail fatigant aussi. Nicolas, tu es d'accord avec ça ? Oui et non. Enfin, moi, j'ai pas de bilan promoteur où les travaux représentent 70% du prix de vente. Enfin, bon, je suis plutôt à 40% sur le prix de vente, donc sur les opérations moyennes. Hein. Donc j'estime que, bien sûr, le chantier, c'est très important d'optimiser, de réduire les coûts de construction, tout ça, c'est nécessaire. Mais il y a toute une réduction de coûts dans les portages et dans les montages et dans les immobilisations et dans tout ça qui font que... il y a là, ce que je disais tout à l'heure, un travail en direct avec l'habitant qui peut réduire tout ça. Alors, ce n'est pas dans des très grandes échelles ce que je raconte. Moi, je ne prétends pas résoudre la crise du logement comme ça. Je prétends juste qu'en s'y prenant un peu différemment, on peut construire des logements, encore une fois, pas chers, peut-être en utilisant effectivement des choses comme ça, et surtout plus adaptés à la demande des gens. Donc, je suis d'accord qu'il faut travailler sur le coût de la construction, mais pas que. Voilà. On va peut-être ouvrir des questions à la salle, parce que je pense que, comme il y a beaucoup d'architectes dans l'assistance, il y aura des questions. Qui voudrait interroger ? Bonsoir, 2 questions. Je trouve que vous évacuez un peu vite la question du foncier, puisque, comme vous disiez, les logements, c'est surtout où est-ce qu'ils sont. Et là où on en a besoin, c'est en zone tendue. Donc, comment est-ce qu'on fait pour acquérir ce foncier, puisque la logique d'acquisition fait que c'est les gens qui vendent cher qui arrivent à avoir assez d'argent pour l'acheter. Et ça a d'ailleurs été la logique des bassins à flot. Donc, si le foncier est déjà cher, sortir des logements pas chers, c'est difficile. Et deuxième question, le projet urbain de Creil, est-ce que vous avez des coûts de dépollution qui font aussi augmenter les frais? Ah, le foncier. Le foncier, c'est un problème quand même pas mal franco-français. Le foncier ? Oui. C'est quand même pas à mal. Tokyo, c'est pareil. Oui, mais puisqu'il est très rare à Tokyo. Et puis, en Europe, quand on regarde un petit peu, on n'a pas les domaines forcément partout dans tous les pays d'Europe. Les domaines, c'est l'État, c'est ceux qui estiment les fonciers. Et puis en France, et dans les Suds aussi, il y a une culture de la propriété. On est propriétaire de son logement, on est copropriétaire de son immeuble, on est propriétaire du fond et du tréfonds. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a que des droits quand on est propriétaire. Quand on transforme en Allemagne, on est propriétaire, on a des droits, on a des devoirs aussi. Enfin, et puis on a un intérêt collectif, on a des planeurs qui fixent le prix des fonciers, ce qui n'existe plus en France pratiquement. Il n'y a plus de... S'il y a des ZAD, mais ce n'est pas les ZAD dont je parle. Les ZAD dont je parle, c'est des zones qui fixent le prix du foncier pour l'intérêt collectif. Et donc, moi qui suis dans beaucoup d'opérations d'urbanisme, on a très peu d'opérations où le foncier a été complètement maîtrisé en amont. C'est toujours très compliqué, c'est la création des actes, après c'est les DUP, il faut exproprier les gens pour prendre leur foncier. Donc la politique foncière en France fait que quand il y a un foncier qui se vend, il y a une estimation des domaines qui regarde ce qui se passe autour, et puis le prix, il est sur la planète Mars, quoi. Enfin, il y a des fonciers qui sont beaucoup trop chers. Et puis il y a beaucoup de Français, et c'est normal, on l'a vu à Bordeaux, qui spéculent beaucoup sur leur foncier, qui ont acheté une poignée de figues il y a 40 ans et qui vont revendre à des prix exorbitants. Donc l'intérêt public, ce que je veux dire par là, c'est que le planeur anglais ou allemand, c'est quand même quelqu'un qui est même au-dessus presque du maire. C'est quelqu'un qui planifie les prix du foncier, et puis c'est comme ça. Et puis il n'y a rien à dire, c'est comme ça. Voilà. Si on a un foncier, on est propriétaire dans un endroit où il faut vendre pour faire un intérêt collectif, et il n'y a pas de DUP, c'est le planeur qui fixe le prix. En France, il n'y a pas ça, donc il y a des spéculations, et c'est vrai que le foncier est responsable de beaucoup de dérives de prix. Maintenant, je pense qu'à Bordeaux, vous me posez la question, c'était pas une ZAC, c'était... il y a eu des menaces de préemption. Si, c'est arrivé, on a évité de monter trop haut. Mais maintenant, on ne pouvait pas tout maîtriser. C'est l'enjeu
du monde. Quand on est en dehors d'une ZAC, et ben, le type y vend, le promoteur achète très cher et il a sorti effectivement des appartements trop chers. Mais je trouve que trop souvent, excusez-moi de revenir là-dessus, trop souvent on remet le problème du prix du logement sur le prix du foncier. Trop souvent. Et c'est pas toujours vrai. D'abord, il y a peut-être une façon de le maîtriser, mais c'est pas toujours vrai. Ça pèse, notamment en région parisienne, mais c'est trop facile, si vous voulez, de vendre des appartements à 6 ou 7 000 euros en disant c'est le foncier. Parce que quand on décortique un peu tout ça, enfin moi je l'ai fait au moins sur les terrains dont je me suis occupé, c'est pas tout à fait vrai. Il y avait une deuxième question sur la dépollution, s'agissant de Creil. Oui, la dépollution à Creil, on a la chance de ne pas en avoir trop sur les terrains qu'on garde, mais oui, il y a de la dépollution. Et puis après, il y a un marché, hein, il y a du lobby sur la dépollution. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un peu la dépollution. Hein. Vous avez suivi un peu les camions qui vont. Hein. C'est intéressant. Si, c'est très intéressant, je vous assure. Il faut savoir où ils vont, etc. Enfin, oui. Je ne veux pas dénoncer quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a un lobby sur la dépollution qui est parfois un peu excessif. Hein, voilà, enfin, aujourd'hui, vous savez que pour désamianter, on demande des robots. Bon, moi, je trouve l'amiante est un problème extrêmement grave, mais si vous voulez plomber une opération, bah, vous le désamiantez avec un robot, et puis personne ne sait se payer ça. Donc voilà, l'opération est finie. Alors que c'était de l'amiante classique, et que voilà, il y a une espèce de surenchère, quoi. Aujourd'hui, le principe de précaution est tellement excessif et l'assurance est tellement forte que personne ne peut prendre ce risque. Aujourd'hui, je veux dire un truc un peu bizarre, qui vous paraît peut-être un peu bizarre, mais il faut savoir prendre des risques. Et personne ne prendra le risque. Ni le maire, s'il y a un accident plus tard. Vous savez que la pollution, elle est à 4 mètres et qu'on ne peut pas faire d'école parce que si l'enfant, avec sa pelle, il va creuser et qu'il va trouver la pollution. Non, mais il y a des moments, il y a des aberrations. À l'agence, on a tous les jours des trucs qui sont préventifs, mais c'est pas... Enfin, bien sûr qu'il faut de la prévention, tout ça, mais c'est un peu excessif. Et puis d'un autre côté, alors on fait de la prévention comme ça, et puis d'un autre côté, on dit rien sur le PVC, vous voyez. C'est quand même extraordinaire. Le PVC, c'est la plus belle saloperie qui existe au monde aujourd'hui. Vous le savez quand même. Vous le savez, personne ne le dit, mais voilà, on le sait. Et on continue à poser des fenêtres en PVC parce que c'est un peu moins cher que les fenêtres en bois. Mais il faudra en arrêter un moment pour dire stop le PVC, et puis c'est tout. On arrête, ça ne se recycle pas le PVC, c'est pas vrai. Ça se recycle à 15%. Enfin, je pense qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a des lobbies qui sont extrêmement puissants, comme dans toutes les sociétés capitalistes développées. Et la dépollution en est une, le PVC en est une autre. Et donc à un moment, il faut essayer voilà, souvent il y a des trucs qui partent comme ça, et c'est que des questions d'assureurs. Finalement, les plus riches là-dedans, c'est les assureurs. Oui, juste pour finir de répondre sur le foncier, les zones tendues, on a notre réponse, nous. Si vous mettez des logements de 50 mètres, donc celui-là a été réalisé à Nantes par Barré-Lambeau, eh bien, la charge foncière, elle va varier du bas jusqu'en haut, et elle permettra de graduer les logements. Et là, on peut faire des logements à prix maîtrisé, à prix abordable. On a le temps de financer une charge foncière qui, à côté de la gare à Nantes, et ce qui est le cas de ce projet, eh bien, va se retrouver dans des prix, je ne me souviens pas le prix, mais on va être un peu en haut des charges foncières nantaises. Donc une réponse sur la zone tendue, c'est la densité. C'est la densité et la graduation des typologies de projets, ce qui est aussi le cas à Nantes. Bon, c'est des projets, c'est évidemment pas du projet en Ile-de-France, c'était avant, mais à Nantes, on a aussi un projet extrêmement gradué qui permet bon, je l'ai peut-être pas mis, bon, qui permet la surgraduation des typologies de logements, et donc à un moment donné de pouvoir mettre des logements plus chers. C'est aussi ça qui permet d'absorber la charge foncière. Il faut des projets un peu denses. C'est le cas de Brazza. C'est le cas de Brazza. C'est Brazza, c'est les logements en face, ceux qui auront la vue Garonne, qui vont aider au financement des volumes capables. Oui, bonsoir. Alors aujourd'hui, je suis responsable développement dans une agence d'architectes, mais j'ai été avocat spécialisé en droit de l'environnement pendant super longtemps, donc j'avais exactement la même question que monsieur. Et ce que vous m'avez dit, ça m'a beaucoup interpellée. Je pense que c'est plus qu'une mode ou un lobbying, l'environnement. Il y a des énormes problèmes pour les industriels derrière. Je travaille pour des industriels
en fait, de financement et d'encadrement des risques. C'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre les risques. Et les communes normales, les maires n'ont pas la police, n'ont pas cette police-là. Et donc, dans vos projets, qui prend en charge en fait ces coûts? Et quant au PVC, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas de réglementation sur les substances chimiques, mais je suis pas. Et donc, qui prend en charge les coûts de dépôle dans ces cas-là? C'est le promoteur? Ça dépend. Attendez, le terrain peut être vendu à un promoteur dépollué. Le terrain peut être vendu à un promoteur confiné. C'est-à-dire, on n'a pas enlevé la pollution, on l'a confiné. Et après, souvent, le terrain, on essaie de le vendre pas dépollué, et personne n'en veut parce que personne ne veut prendre le risque de bien le dépolluer. À quelle profondeur? Est-ce qu'il ne reste pas encore un truc? Je suis d'accord avec vous, avec les risques industriels. Attendez, moi je suis un écologiste convaincu, militant, tout ce que vous voulez. Mais je trouve que de temps en temps, pour l'intérêt public, c'est quand même de construire des grands logements, des beaux logements, que les gens y soient heureux et qu'il y ait une vraie rue et que les gens parlent, et que, etc., et pas faire des résidences privées. Donc de temps en temps, il y a des terrains et des opportunités. On se dit, bon sang de bois, faut arrêter, quoi. SNCF, friche ferroviaire et tout ça, il faut interroger tous ces gens-là pour dire il y a une demande de logement, vous avez des logements, vous avez des terrains fantastiques, extrêmement bien placés. Alors ils sont pollués, bon, d'accord, mais moi j'ai assisté à des excusez-moi, des remembrements de la SNCF, c'était pénible, quoi. C'est ce que je dis sur le terrain, quoi. Il n'y a plus l'intérêt collectif, quoi. Il fallait remettre, il y avait 4 personnes qui bricolaient des voitures, c'était leur voiture, il fallait vous savez, ça s'appelle des zones de. Il fallait les déplacer, donc tout d'un coup, le terrain était bloqué, ça coûtait une fortune. Oh là là, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand on relocalise ce qu'on délocalise. Mais il n'y avait plus rien sur ces terrains SNCF, il n'y avait plus rien du tout. Donc il y a une politique foncière en France qui est compliquée parce que l'État lui-même, avec les domaines, avec ses grands, les militaires, la SNCF, les friches ferroviaires, les grands groupes, tout ça, c'est des gens qui sont potentiellement extrêmement puissants puisqu'ils ont du terrain. Ils ont du terrain, et puis le terrain, voilà, tout le monde cherche du terrain. Pour répondre, on est en train d'analyser un portefeuille de foncier d'un industriel extrêmement pollué, hein, les fonciers. Bon, déjà, l'industriel est obligé maintenant de vendre son foncier dépollué si dans l'usage actuel. Hein. Donc c'est souvent de l'activité, mais il n'a plus le droit de vendre un logement, un terrain pollué si, en tout cas pour un usage donné. Hein. C'est-à-dire qu'en général, ils sont obligés de prendre une part en tant que vendeur, si c'est une obligation. C'est récent, hein, mais bon, je sais qu'il tique un peu. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est l'équilibre. Hein. C'est l'équilibre du projet. C'est pareil, hein, c'est beaucoup de travail, la pollution. Effectivement, il ne faut pas trop... il faut éviter d'aller porter des déchets trop dépollués, de les déplacer. Mais par exemple, sur Brazza, on est avec Total. Total prend une part, la ville prend une part, le promoteur prend une part. Le plan masse a évolué à cause des poches d'hydrocarbures qui sont présentes. Donc, si vous voulez, c'est un travail fin qui va faire que le projet, la densité désirée, le programme va absorber ou pas une des pollutions qui va être ressentie, en tout cas par la DDE, et comme acceptable. Donc c'est un vrai travail, mais il faut aller sur des fonciers où on peut aller à cet équilibre qui est pas simple, avec un partage des coûts entre tout le monde, et surtout bien sûr avec le vendeur. Bonjour. Vous disiez tout à l'heure à propos de conjugaux et de construire réversible, c'est le b.a.-ba, mais malheureusement on est obligé de déposer un brevet. Est-ce que j'ai pas très bien compris? Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Oui, parce que c'est un procédé. Vous voyez, c'est un procédé on a déposé le brevet alors que on veut le trouver dans la nature, c'est ce que je veux dire. C'est 2,80 m de haut. Enfin, on ne le construit plus à cette hauteur-là, mais on a appelé notre procédé conjugaux parce qu'on s'est dit, on l'a déterminé. Vous voyez, on l'a dit 13,50 m, 2,80 m de haut, les porteurs comme ça, et du coup, on a déposé un brevet pour pas se faire piquer l'idée, mais tout le monde pratique le réversible aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de... Donc c'était juste pour se moquer un peu de moi-même.
Vous comprenez ou pas? Non, oui, enfin, j'ai pas très bien compris si c'était un brevet ou un pattern. Mais puis si du coup on peut construire à 2,81 m ou si c'est à 2,81 m qu'on doit vous appeler. Ah non, en fait, le brevet c'est juste pour l'histoire de la réversibilité, du principe. C'est un principe global qui a été déposé. En fait, ça me donne un petit peu la sensation que c'est comme l'autorisation de breveter du vivant déjà existant. Et du coup, il y a un côté où je trouve ça révoltant. Voilà. On n'a pas compris. Pour moi, c'est un équivalent avec le droit qui a été voté cette année de breveter du vivant déjà existant. Et c'est un côté qui, en fait, je trouve ça un peu révoltant dans une logique qui est industrielle peut-être du XXe siècle. Mais voilà. J'ai pas bien compris quel est l'intérêt de la réversibilité et comment elle est faite. Programmée à l'avance, c'est-à-dire que les sorties de secours, les gaines, la hauteur libre, la largeur te permet à l'avance de penser concevoir en bureau et avoir une possibilité de le faire en logement après. Voilà. C'est une anticipation des besoins verticaux, de flux, de gaines et de voilà. C'est une anticipation de base en fait sur les distances. Pourquoi c'est différent de la rue au mur ? Non, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était pas, j'ai pour ça que j'ai eu un peu de. Au mur, en 1900, Oui, voilà, c'est. C'était des poteaux. Je suis d'accord. Avec des plateaux qui permettaient justement, et ça continue, de passer du bureau au logement. Et c'est très efficace puisque ça a marché pendant un siècle. Alors en quoi c'est différent ? Moi, je me demande en quoi c'est différent. Ça a été. Non, c'est pas différent. C'est pour ça que j'ai dit que c'était le b.a.-ba. Oui, d'accord. Non, mais moi, c'est pas la question du dépôt qui m'intéresse. Est-ce que tu peux parler dans le micro? Pardon. C'est pas la question de déposer un brevet ou pas. C'est que je comprends pas bien en quoi c'est nouveau cette réversibilité, justement. C'est parce que c'est pas nouveau, c'est très ancien, mais on nous la demande pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des bureaux ou alors on fait des logements. Et on commence à faire ce qu'on appelle les espaces neutres, premier étage, deuxième étage, des espaces qui sont dessinés plutôt à 3 mètres ou à 2,80 m, plutôt à 3 mètres, qui permettent d'accueillir du bureau et éventuellement, si le bureau ne part pas, d'accueillir du logement. Je vais un petit peu plus loin. Je pense qu'aujourd'hui aussi, on peut faire des appartements ou des logements où on peut travailler d'une façon correcte, des logements ateliers, des logements... je prends l'exemple en ce moment, on travaille sur Saint-Denis et classiquement, donc c'est des immeubles de logement et des activités au rez-de-chaussée. Donc la mairie a absolument voulu des activités, la petite camionnette, etc. Donc on a fait des activités, c'est réalisé. Hein. Évidemment, moi je ne le sentais pas du tout, mais à la demande de pleine commune, de la ville et puis aussi le promoteur. Donc on a fait des activités. Il n'y a pas 1 mètre carré d'activité qui s'est vendu. C'est pas parce que c'était pas bien placé, c'est parce que c'était pas la demande à cet endroit-là et puis que c'était peut-être vendu trop cher, j'en sais rien. Et on est en train de faire un truc qui a un peu surpris, pourtant qui est vraiment tout simple, c'est de dire ces activités, on va les transformer en logement atelier, c'est-à-dire en espace où on peut travailler, on peut y vivre. On peut, si j'habite loin, je peux passer 2 jours à Paris et travailler là, ou plein d'autres formules. Et en fait, on s'aperçoit que le delta, c'est juste une question de copro, de nouveau, c'est-à-dire qu'il faut dire, il y aura des habitants en bas, mais ce statut n'existe pas vraiment. Enfin, c'est un double. On peut loger dans son bureau, enfin, on peut loger dans son logement atelier. C'est pas forcément des artistes, c'est ça que je veux dire. On dit toujours les logements d'artistes. Non, c'est des logements ateliers. Et en fait, il y a une demande énorme. Et si on le vend au prix des activités, en quelques jours, tous ces logements ateliers placés à Saint-Denis, à côté du RER, face à la Seine, sont vendus comme très facilement, quoi. Donc, et du coup, on s'est dit, on peut aller un peu plus loin sur ces rez-de-chaussée. On ne s'est jamais identifié ces rez-de-chaussée. On commence à faire des choses, parce que les promoteurs, encore une fois, excuse-moi, sont un peu réticents de dire, j'ai un bureau en bas ou un logement, et au-dessus, j'ai le duplex et j'ai le logement. Et en fait, voire même encore au-dessus, c'est-à-dire j'ai un duplex et une zone d'activité en bas. Donc ça fait, je reviens au sujet, ça fait des grands logements parce que tout ça est vendu dans un package extrêmement intéressant, le foncier progressif, c'est-à-dire que le bas est vendu moins cher que le haut. Et du coup, la personne, elle prend l'appartement du dessus et puis elle travaille en dessous, ou elle fait venir ses collaborateurs pour travailler en dessous. Et on s'aperçoit que cette demande
de commerce. Alors souvent, il y a des commerces, bureaux, logements, se feuilleter, qui était impossible il y a quelques années, commence à prendre forme et les promoteurs commencent à savoir faire ça. Parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent aujourd'hui dans des situations. L'indice est dramatique, on ne s'en sort pas. On peut faire qu'un discours pessimiste, mais on peut aussi dire justement, toutes les situations sont bloquées aujourd'hui en matière de logement et de vente, et c'est la crise et personne. Et en fait, il y a tout un monde nouveau, si tu veux, qui s'ouvre, qui part de la fabrication avec les imprimantes 3D. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est une révolution aussi dans la façon de construire. Et puis dans l'usage, dans la façon dont les rez-de-chaussée sont perçus, dans la façon des familles qui se reconstituent. On en parle beaucoup, heureusement, il y a des choses qui se font, mais pour moi, ça reste encore trop marginal. Il faudrait que ce soit la base de toute négociation sur le logement. Y a-t-il encore une dernière question, peut-être, monsieur ? Pardon, vous m'entendez, vous m'avez entendu là ? Oui, oui. Sur un grand appartement est-il forcément beau ? Un petit appartement est donc laid. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des petits appartements denses dans l'haussmannisme, pas dans le tissu haussmannien, ou qui étaient des 3 pièces de 43-44 mètres carrés, mais qui étaient, traversants, double circulation, et donc c'était la perception des espaces qui était beaucoup plus grande. De même que les rangements étaient compris en la création d'un dressing. Maintenant, on voit aussi des grands appartements. C'est la question de ne peut-on pas faire des bons petits appartements dans des tissus denses Oh là là, oui, bien sûr. C'est ce qu'on nous demande de faire. Les architectes sont suffisamment talentueux pour faire des appartements qui paraissent grands alors qu'ils sont petits. Oui. Voilà, des appartements tout petits, traversants, tout ça, c'est bon. Mais est-ce qu'il ne faut pas mieux peut-être que ce soit plus adapté? C'est-à-dire, quand on veut faire un petit logement qui soit un petit peu plus grand, quand on veut faire un T2, soit un grand T2, on veut faire un T4, soit un grand T4. C'est-à-dire la notion d'espace, que citait Jean Nouvel au début de ce débat, pour moi, elle est fondamentale. Et puis quelqu'un m'a dit exactement ce que vous avez dit, mais non, c'est pas vrai, finalement, les petits logements, ça peut être super agréable, les cabines de bateau, machin. Pour avoir un petit peu circulé, regarder un peu la façon dont on vit dans un logement, on est mieux dans un endroit où on peut recevoir 6 potes et puis avoir une table et puis voilà quoi. Et c'est pas que je prône systématiquement des grands logements, c'est que je prône systématiquement l'espace. Et c'est vrai qu'il y a des très jolis petits logements, c'est vrai qu'il y a des très laids grands logements, mais quand même, plaider pour le grand logement, c'est plaider pour l'espace, pour une certaine possibilité de vivre, et de recevoir et d'être chez soi. Et il y a quelque chose de très important, même socialement, là-dedans. On souffre dans un petit logement mal fait. On souffre dans un trop petit logement. Moi, je connais des amis qui vivent dans des tout petits trucs à Paris, effectivement, parce qu'ils ne peuvent pas aller autrement. Ils trouvent ça super et tout, mais au bout d'un moment, on sent que on se tend, quoi. Pour peu qu'on puisse pas sortir de Paris parce qu'on n'a plus de bagnole et que de toute façon c'est bouché. Et puis que les parcs sont pleins, et puis voilà, donc du coup on va habiter à 40 km de Paris. Donc le grand logement, c'est une espèce de combat que je trouve qui est assez sain, qui est assez fondamental. Oui, puis le propos n'était pas de dire que le petit logement, on comprend bien qu'on peut faire des très beaux petits logements, je suis absolument d'accord avec ça, mais on peut renvoyer à Charlotte Perriand ou à des gens comme Coder en Espagne qui ont beaucoup travaillé sur les dehors, dedans. Il y a 1000 façons d'ouvrir le logement, ça on est absolument d'accord. Non, on voulait dire que dans l'offre, donc là on parlait d'économie, justement il y avait bizarrement pas assez de grands logements, donc voilà, ça ne s'opposait pas, c'était pour montrer qu'il y avait là pour le coup, on pourrait presque dire une paresse, et que l'offre était limitée et, comme l'a très bien dit Nicolas, ne correspondait pas du tout à la demande de la société. Pour répondre à la zone tendue, effectivement, aujourd'hui, si on questionne les personnes qui habitent les métropoles, ou en tout cas la grande métropole parisienne, ils sont conscients. On a la chance d'avoir une plateforme de gens qu'on questionne actuellement dans le cadre justement de la question du logement économique. Et quand on questionne ces jeunes couples, il y a pas mal de jeunes couples ou de personnes jeunes, il y a toutes les catégories sociales d'ailleurs, les gens ont tendance à dire
je veux un logement, je peux aussi accepter un logement comme un hôtel, c'est-à-dire un logement dans lequel je ne me pose aucune question. Donc c'est vrai que ça, est-ce que c'est un grand logement? Il y a toujours après la question, oui, mais je veux quand même un bel espace de vie. Donc on appelle plus ça, effectivement, un salon, puisque il n'y a plus de salon, chacun est sur son écran, c'est plutôt la cuisine qui prend le pas. Donc un espace de vie avec un îlot central et une vraie table à manger. Et donc ça demande quand même une certaine vision de l'espace. Les chambres peuvent être plus petites. Et la question dont vous avez parlé, le dressing intelligent, l'accompagnement des placards contenus dans la conception de base et qui permet aux gens de l'intégrer dans le crédit et de ne pas avoir ça en plus à s'occuper et à acheter et à investir, c'est-à-dire avoir un logement où je viens juste avec un lit, ça pourrait effectivement être une tendance des zones très tendues. Voilà. Francis ? Tout à l'heure, Nicolas a égratigné les chemins de grue et je voudrais remettre le chemin de grue à l'ordre du jour. Parce que le chemin de grue a produit Sarcelles et je trouve que depuis Sarcelles, aucun plan d'urbanisme ne l'a égalé. C'est quand même une ville qui a été faite en totalité sur le chemin de grue, d'abord par l'urgence, parce qu'il fallait loger des gens. Et donc le logement est d'abord fait pour loger des gens en difficulté, d'abord. Ensuite, c'est une ville extraordinaire parce qu'elle garde ce que les paysans savaient faire, c'est-à-dire des potentialités de foncier énormes, puisqu'il y a une grande vacuité sur Sarcelles qui permet aujourd'hui de mener, d'ailleurs nous le menons avec Marc Barani, avec Myrto Vittard et Anne Demian, un travail de regentrification de la population de Sarcelles, justement dans les vides laissés par cette grande vacuité due au fameux chemin de grue. Donc je voulais juste restaurer cette chose-là. Pour moi, je n'ai jamais encore vu depuis les années 60 un plan d'urbanisme aussi intéressant que celui-là. Et j'y ai vécu 20 ans. Deuxième sujet, en ce qui concerne les grands logements. Et en ce qui concerne le logement, j'ai l'impression qu'on réinvente l'eau tiède. Tout ça, ça a été dit dans les années 80, dans ce qu'on appelait le plan construction, les plans innovation, et tout ce que l'État avait fait à l'époque. Moi, je me souviens d'un concours que j'ai gagné il y a maintenant 40 ans, qui s'appelait un espace en réserve ou un espace capable. Il y a une vingtaine d'années, rue Durkheim, on construisait déjà un bâtiment qui était fait avec une épaisseur de 14 mètres, un voile central, 2 poteaux en béton de haute performance en façade et des façades vitrées, c'est ce que Nicolas a cité tout à l'heure. Donc j'ai l'impression qu'on ne fait que régresser dans la méthode du logement, tout ça parce qu'il y a aujourd'hui des contraintes qui sont mises et je pense que la politique qui a été menée par le ministère de la Culture à travers ce qu'on a appelé la stratégie nationale pour l'architecture et notamment le permis de faire permet aujourd'hui de, je pense, si le Sénat l'adopte, de débloquer les situations, notamment des contraintes réglementaires. Mais ce qui est le plus intéressant, ce que j'ai entendu ce soir, c'est ce que Nicolas racontait sur la façon et la posture de se positionner pour inventer une nouvelle manière de concevoir le logement. C'est-à-dire que l'architecture du logement ne compte plus autant que la manière de le faire. Ville pour tous, je sais qu'il y a quelqu'un qui est ici qui aussi fait de la ville façon ubérisation du logement, est aussi une démarche intéressante. C'est-à-dire que les architectes doivent arrêter de penser que seule l'architecture ou la construction vont sauver le logement, mais ils doivent avoir des postures et des positions politiques, économiques liées à une façon d'arriver à claquer ou casser certaines règles qui sont postées. Alors, parler de faire des grands logements, moi je veux bien, mais c'est oublier que les gens n'ont pas la capacité de louer ou n'ont pas la capacité d'acheter. Un promoteur à Montpellier me disait, alors que je lui disais, je ne construirai pas de vos 2 pièces à moins de 47 mètres carrés. Il me répondait, vous allez les construire à 41 ou 42 mètres carrés. Pour une raison très simple que je vais vous expliquer. Il disait, est-ce que vous avez des enfants en âge d'acheter? Effectivement, j'ai 2 filles en âge d'acheter des logements. Il me dit, préférez-vous qu'elles achètent un appartement à 41 mètres carrés ou qu'elles n'achètent pas un appartement à 47 mètres carrés? C'est juste la capacité d'endettement qu'il faut jauger.
ou la capacité de location. Quand un maître d'ouvrage social vous dit vous ne dépassez pas les 63 mètres carrés pour faire un 3 pièces, vous ne pouvez pas le faire parce que personne ne peut le louer. Ou c'est dévaloriser la capacité de location que peuvent avoir certaines personnes, on va dire, dévalorisées par des salaires trop bas. Donc le problème que j'aimerais étendre aujourd'hui, c'est pas de dire que ce n'est pas les architectes ou les constructeurs ou les promoteurs qui vont régler le problème, mais c'est aussi la façon dont on peut s'appuyer sur l'État à modifier à la fois les structures d'accession à la propriété, c'est-à-dire d'influer sur les banques pour qu'elles prêtent à des taux intéressants à des jeunes couples capables d'acheter des petits logements ou même des grands logements, ou la capacité de location, c'est-à-dire de savoir que quoi qu'on fasse, un bailleur social de type Paris Habitat ou autre va vous dire non, vous ne dépassez pas 63 mètres carrés parce que je ne pourrai pas les louer et parce que vous défavorisez ceux qui ne peuvent pas les louer. Et donc, je pense que le débat est plutôt là que dans la façon de faire. Bien, Nicolas, vas-y. Non, mais je ne dévalorise pas le chemin de grue, j'aime beaucoup Sarcelles. Il y a quand même des chemins de grue catastrophiques, je vais t'en citer des UP, etc., dans les banlieues de villes de province qui sont vraiment pas terribles. Je dis le chemin de grue dans la systématisation d'un système qui serait plus un chemin de grue, qui serait un BIM, qu'on viendrait plaquer partout. C'est ça que je... Mais Sarcelles, bien sûr. La deuxième chose, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le... Je ne peux pas m'acheter 51, je ne peux pas m'acheter 57, je m'achète 51, ou je ne sais plus quel chiffre tu as dit. Je suis d'accord avec ça. Sauf que mon expérience de Big and Cheap, ce que je fais en ce moment, c'est que je montre que les 57 mètres carrés que tu essaies d'acheter au prix du mètre carré que te vend le promoteur, moi je vais te les vendre à un autre prix. Parce qu'on a travaillé sur la façon dont ces 57 mètres carrés se sont fabriqués. Et qu'on ne va pas dire, on l'a sorti pas cher, ces 57 mètres carrés, on va les vendre quand même au prix du marché pour augmenter une marge. On est dans, je fabrique, avec les moyens qu'a expliqué Frédéric, et je mets sur le marché en vente des prix qui correspondent exactement à ce qui a été fait. C'est pas un mètre carré vaut 3 000 euros ou un mètre carré de plus vaudra 3 000 euros de plus. Non. C'est des prix adaptés par rapport au contexte dans lequel tu as construit ce logement. Et c'est possible. Moi, je suis désolé. Effectivement, nous aussi, ils nous disent les 2 pièces, enfin les 3 pièces, 57. Et vous les ferez à 57 parce qu'on ne les vendra pas. Bah, oui et non. Je suis désolé, non. Moi, je suis toujours 40%, ça correspond à la construction. Je vais en faire 61. Le logement, il sera beaucoup plus beau et je vais le vendre au même prix que le 57. Alors vous me dites, là, vous dites des conneries, etc. C'est pas vrai. Encore une fois, c'est pas vrai. C'est possible de sortir une opération en vendant des logements pas chers. Et comme ils sont pas chers, on va acheter plus de mètres carrés. C'est tout. Sur la location, on pourra en discuter longuement avec les bailleurs. On a exactement la même chose. Les bailleurs, attention, trop cher, on ne pourra pas. Mais attendez, les bailleurs, là, on va un petit peu tous travailler ensemble autour de la table. Qui est-ce qui a beaucoup d'argent en ce moment ? Où est l'argent en ce moment ? Chez les banques et chez les bailleurs. Je suis désolé, tu regardes un petit peu les fonds d'investissement, tu regardes qui achète et qui achète quoi. Bon, voilà, on peut s'interroger, au lieu d'aller racheter n'importe quoi, peut-être qu'on peut diminuer un peu tout ça. Mais alors là où tu as complètement raison, c'est l'architecte doit avoir une attitude politique. Par pitié, messieurs les architectes, vous n'êtes pas des artistes, vous êtes des politiques. Il faut architecte debout, il faut écrire plus dans l'IB, dans Le Monde, dans les Échos, il faut prendre position. Chaque fois qu'il y a un problème de société, il n'y a pas d'architecte qui parle. C'est dramatique. Ça commence à venir. Il y a eu un pavillon à Venise, je pense, moi que je n'ai pas encore vu, mais j'ai vu les prémices qui me semblent assez intéressants. Il y a une vraie attitude à prendre de notre métier. Et tant qu'on se positionnera uniquement en tant qu'artiste, c'est-à-dire capable de dessiner de jolies façades, on est mort. On a une dimension créative, c'est sûr. On a certainement une dimension créative dans notre métier, sinon on ne ferait pas ce projet. On est les seuls à savoir faire du projet. Mais on n'est pas là pour faire, alors je vais dire un truc, des beaux logements, dans le sens grande façade, bleu, rouge, jaune, avec le truc qu'on verra de loin, quoi. Hein, moi j'en ai soupé, quoi, des projets comme ça. Mon projet, il faut qu'on le voie. Je dis, non, ton projet, il ne faut pas qu'on le voie, mon vieux, je suis désolé. Ah bon ? On m'a jamais dit ça. Je ne veux pas qu'on voit ton projet. Mais quand on va le regarder, il va être vraiment très, très beau. Et quand on va y vivre, il va être vraiment extra. Et ce truc-là, si tu veux, ça renverse un peu tout d'un coup le rôle de l'architecte, parce qu'il n'est pas là uniquement pour faire un beau étendard qui va faire la pleine page d'une revue,
Il est là pour faire que les gens puissent acheter peut-être plus grand, moins cher et bien. Et ça ne veut pas dire que l'architecture elle est pauvre, surtout pas. L'ordinaire extra que je prône un peu partout, c'est extra, c'est à ce mot. Et je pense qu'on peut faire des architectures, mais tu le fais très bien toi-même, donc je vais pas te. Mais je voudrais pas avoir un malentendu là-dessus, quoi. Je voudrais pas qu'on dise, on peut pas construire de 63 mètres carrés parce que les mecs peuvent pas les louer. Il y a qu'à les louer moins cher. Et on peut pas construire des appartements à 63 mètres carrés parce qu'ils peuvent pas les acheter. Il y a qu'à les vendre moins cher. Mais oui, mais on n'y arrive pas parce qu'on est bloqué aujourd'hui. C'est vrai qu'on réinvente l'eau chaude. On dit on a dit ça en PUCA dans les années. J'étais aussi dans ces histoires-là. Je sais très bien qu'on a l'impression de tourner en rond. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui gueule ? Qu'est-ce qu'on voit sur la table ? Quelles sont les agences d'architectes qui se battent contre ce monde extrêmement puissant de la financiarisation de l'immobilier ? Il faut à un moment, il faut appeler un chat un chat. Effectivement, il y a des groupes qui ont du mal. Effectivement, il y a des investisseurs. Mais attendez, globalement, les investisseurs, ça va bien, je vous assure. Il y a beaucoup d'argent à placer. Ils ne savent plus où le mettre. Il n'y a qu'à regarder les transactions aujourd'hui. C'est colossal. Et quand les mecs, ils vont encore vous gratter un petit peu d'honoraires parce que, je ne sais pas quoi sur son bilan, c'est scandaleux. En fait, si vous voulez, le problème, c'est on ne peut pas le dire. Parce que si on dit ça, on a un drapeau rouge au-dessus de la tête, celui-là, c'est un emmerdeur. On peut le voir. Mais c'est clair. Combien de personnes vont refuser une opération si vous pensez qu'elle n'est pas bien ? Combien ? Il n'y a pas d'agence. Ils ont tous faim, ils ont tous besoin de construire. Donc, ils vont construire les trucs. Voilà. Il y en a qui refusent, ils sont courageux. Mais c'est extrêmement compliqué. Et pourtant, on n'a jamais eu autant besoin d'architectes. Je vous assure, on n'a jamais eu besoin autant d'architectes, moi qui suis dans les projets d'urbain. On n'a jamais eu besoin autant de bons promoteurs qui comprennent ce rôle social et qu'on a, etc. Et on n'a jamais eu autant d'opportunités. Parce que le Grand Paris, c'est colossal. C'est gigantesque qu'on va construire. Et si on ne fait pas gaffe, vous allez voir ce qui va se passer sur les gares du Grand Paris et sur les projets connexes. Vous allez voir ce qui va se passer. Moi, je demande un débat là-dessus, parce que c'est un débat de fond. La façon dont on fabrique tout ça, c'est vrai qu'on piétine, c'est vrai qu'on a l'impression de rabâcher par rapport au PUCA et par rapport à Nemosus. Voilà, Nemosus, Nemosus, mais vous vous rendez compte, ça a été fait. C'est dramatique ce que tu dis, en fait. On n'a rien à se présenter d'autre depuis Nemosus et la Caton Vassal. C'est pas moi qui crée les conditions dramatiques. Mais là, justement, avec un permis de faire, peut-être des nouvelles règles vont apparaître. Génial, mais allons-y. Non, mais je ne suis pas que pessimiste. Je dis, il faut être beaucoup plus force là-dessus. On n'est pas que là pour mettre du verre, vous savez, des balcons fleuris et réinventer Paris avec du greenwashing. C'est pas possible. Il faut. Alors heureusement, dans réinventer Paris, il y a des choses très bien. L'architecte s'est retrouvé au cœur des choses. Il y a des choses formidables. Je ne vais pas critiquer ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les opérations communes, les opérations lambda, c'est quand même le niveau. Moi, je suis urbaniste dans plein de secteurs, je vois des projets, je me dis, mais bon sang de bois, mais pourquoi on fait le truc à l'envers ? Et la qualité, ça coûte pas cher. Je vous assure que la qualité coûte pas cher. La question, le Brazza, on réinvente pas, même si c'est 100 volumes capables au cœur de ville de Bordeaux. C'est une initiative qui, je sais pas où on a fabriqué ça. En plein cœur de ville, dans une ville où on pourrait effectivement faire des logements non, mais là, on est dans une ville extrêmement attractive et il y a un pouvoir politique qui est très fort et qui dit on fait le logement à 100 000 € maximum pour les jeunes en plein cœur de ville, desservis par les tramways. Donc c'est ces exemples-là. Je ne pense pas qu'on réinvente le chose. Je pense qu'il faut au contraire... c'est admirable politiquement et la volonté de la ville et c'est ce qu'il faut reproduire partout en France. C'est des actes comme ça et même si on a l'impression de faire des expériences, moi je crois pas. Je crois que là il y a un vrai effort. Je peux vous dire, il y a un énorme effort des promoteurs, que ce soit Kaufmann, Crédit Agricole, qui sont là-dedans pour participer, pour le reproduire. Et parce que la crise est plus dure, les jeunes, il faut qu'ils reviennent en ville, il faut retrouver des logements économiques, il n'y a pas de solution, il faut les retrouver. Bien, on va s'arrêter là ce soir. Moi, je note en tout cas qu'il y a un nouveau champ d'expérimentation dans le montage des opérations. Moi, c'est ça quand même
hein, on a parlé d'ubérisation, je pense qu'on a fait qu'aborder le début du débat, là, hein, on y reviendra. Donc le prochain débat du laboratoire de logement sera au mois de septembre, avec justement la question de la transformation des bureaux en logement, autre question tout à fait intéressante sur la valorisation de l'existant. Et dans 2 jours, mais ça n'a rien à voir avec le laboratoire du logement, ici même, Christian Barreny et Marc Barreny sont dans une discussion sur quand la vidéo interroge l'architecture. Donc je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Au revoir.